Bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 novembre, nous sommes en direct, il est midi et vous regardez Starter qui recommence ici en plateau formidable. Autour de notre plateau, on a perdu les caméras 4K, mais on a regagné un peu plus de liberté de sujet avec aujourd'hui un jeu qui fête ses 20 ans, vous l'avez reconnu, un GTA La Cité du Vice, titre officiel québécois. Voilà, Starter, ça commence tout de suite. Avec tout le monde, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission d'actualité pop culture, de retour sur le plateau pour les 3 prochains jours, aujourd'hui, demain, jeudi, vendredi étant férié, nous ne serons pas là, lundi était un jour de repos, on a reçu beaucoup de messages, mais il n'y a pas Starter aujourd'hui, je suis en train de pédaler sur mon home trainer, on a dit, mais il n'y a pas Starter. Ça va. On vous l'a dit pourtant, vous donnez-nous la paix. Mais vous aviez eu du rab samedi et dimanche en plein milieu de la PGW. Justement, on est de retour, toujours avec Lox, qui a récupéré un semblant de voix. C'est à ça que servait cette petite journée. Bah non, mais rappelez-vous, dimanche, on était en live ensemble. C'était mon anniversaire, je grandis. Et voilà, ça y est, j'atteins ce cap, vous savez, de votre adolescence où vous on mue. Voilà, donc je suis en train de muer. Tu mues là. Ça y est, je grandis. Lox demain dans l'émission aura ma voix. On a vraiment tout. Je suis désolée pour ma voix du jour. Je vais faire de mon mieux. Je sais que c'est pas hyper agréable, mais de toute façon, Alix, il est comme moi, donc il serait venu me remplacer. Vous auriez eu le droit à la même chose. Ah mais j'en fais une émission juste après, ça m'arrange pas ce que tu dis du coup. Mince. Spoiler, à mon avis, Nanix, c'est impossible qu'il arrive à l'heure quelque part aujourd'hui vu que c'est journée noire, comme le t-shirt d'ailleurs de Max. Bonjour Max, magnifique t-shirt. Ça va plutôt bien aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Mais d'où tu sors ça? Franchement, c'est une relique. C'est quoi? C'est le collecteur 3DS de Tekken. Ouais, c'est la version 3D du jeu, quoi. C'était une version du film d'animation qui était sorti il y a 10 piges et qui comprenait aussi Tekken Tag Tournament HD. Donc sur PS3. Ah ouais, mais... J'ai trouvé ce truc au fin fond de mon armoire, je le porte jamais dans le écoute, il a l'air neuf de chez neuf, hein, donc c'est abusé. Ouais. Comment tu vas? Je vais très bien. Sympathique expérience à la Paris Games Week. J'étais pas là tous les jours, j'étais juste là le dimanche. Ça faisait du bien, en vrai, de revoir des gens et un peu de folie, parce que ça faisait 3 ans quand même qu'il n'y a pas eu de salon. Donc voilà, mais moi j'ai pas perdu ma voix du coup, tout roule. Je suis en forme. T'as pu tester la PS5 du coup à la PGW? J'ai pu tester la PS5 et j'espère que je vais en avoir une bientôt. Non, je l'ai depuis le début, moi, vous croyez? Oh là là, ouais, il avait pas le temps. Waouh, beau gosse. Un vrai fan. Otaksu est avec nous. Bonjour Otax. Bonjour, mais moi aussi j'ai mué, mais à l'inverse. C'est un peu étrange. Comment il s'appelle? Je le prends très bien. Il y a des choses qui remontent plutôt qu'elles ne descendent aujourd'hui. Chercher le truc absolument terrible. Bien passé ta PGW Otaksu? Bah écoute, oui, tranquillement, même si c'est vrai que devoir faire l'histoire d'une console sans pouvoir citer la rivale qui est à l'origine de la création de la console, c'était un petit peu du jonglage, mais bon, ça s'est fait tranquillement. Moi, j'ai réussi à deviner. C'était compliqué, faut dire, mais bon, j'avais mis quelques petits indices. Mais alors, c'était très fun, au contraire. Puis, comme je l'ai dit sur le plateau, ça fait plaisir de voir une PG avec autant de JRPG et de jeux de baston, en vérité. Rien que ça. T'es aux anges, toi. Bah ouais, moi je suis arrivé, tu sais, stand Nintendo, ils étaient sur Smash. J'arrive vers le stand PlayStation, je vois du Street Fighter V, un écran avec Jojo juste à côté. Ouais. Bon bah ça va, je suis à la maison, quoi. On te parle. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement. Justement, ça va être l'occasion de parler de tout un tas de sujets qu'on n'a pas pu aborder durant cette PGW. On va revenir du coup sur de l'actu ciné, de l'actu Xbox, de l'actu Nintendo. On est en plein dans les bilans financiers en plus en ce moment. Vous allez voir, ça va être assez fou avec franchement, on va vous citer des records qui vont être battus ici sur ce plateau. Menu principal, 28 mois plus tard pour être la suite de 28 jours plus tard, jour, semaine, mois
année, tout à fait. Et eh bien, le casting d'origine pourrait être tout simplement de retour pour ce grand film. En tout cas, ils s'en disent extrêmement intéressés. On va revenir sur Xbox qui lance un programme écologique. Microsoft veut impliquer, en tout cas, faire prendre conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir ou que les joueurs peuvent avoir sur l'environnement en donnant tout simplement accès aux joueurs à l'ensemble de leurs chiffres de consommation et d'impact CO2. Voilà, on en discutera, greenwashing ou tout simplement obligation aujourd'hui dans notre monde. On en discutera. Nintendo a rendu son bilan financier de ces 6 premiers mois et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il cartonne, loin de mourir. Plusieurs records ont été battus. On en discutera évidemment ici avec un complément très détaillé demain à 14h dans les Amis Bro. Puis évidemment, on n'est pas lundi, mais comme il n'y a pas eu d'émission hier, on va faire la mise à jour de la semaine avec toi, Max. Ouais. Et quelle semaine, Quelle semaine. Ouais, une petite semaine random de l'année, quoi. Tout à fait, cette fin d'année, c'est grand. Que du no-name. Que du no-name. du jeu indé, quoi. Non, voilà, on peut citer God of War, effectivement, on peut citer Sonic également, et d'autres jeux vidéo, et puis d'autres films et séries. Je ne vous gâche pas la surprise, mais c'est une semaine puissante. On approche de la fin. En vrai, après, il reste encore quelques semaines, évidemment, mais il n'y aura plus grand-chose après. On arrive sur la fin, quoi, si tu veux. On arrive sur la fin des grosses sorties. Je pense après, passer le 2 décembre... En même temps, on a eu à boire et à manger ces derniers temps. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'on ait le temps de jouer. Quoi. Oui, c'est clair. Moi, je te dis, je n'ai pas le temps de manger ni de boire. Pourtant, je me bute comme je peux, mais voilà, du gros programme. Ouais. Moi, j'ai fait le choix d'être patient pour faire les jeux. C'est vrai et du coup, ça passe. T'es du genre à prendre des vacances pour jouer? Non, il est du genre à attendre 2 ans. Si, je l'ai fait. Oui, je suis du genre à attendre 2 ans, mais oui, j'ai déjà fait. Ouais. Prendre des vacances pour jouer, je l'ai fait pour Final Fantasy XIII, je l'ai fait pour Dragon Quest XI, et je l'ai fait Monster Hunter. pour... Non, je l'ai Ah bah pas non, fait c'était pas pour des vacances. Monster Hunter. Et pas un dé ou... J'ai fait Parce que- un day off. Ouais. Certainement Resident Ouais. Evil ou Silent Hill pour toi, je pense. Ouais. Et là, je pense que je prendrai un day off vendredi prochain pour Pokémon, tu vois. Oui. Mais ouais, ça va. Mais des vacances pures et dures, il n'y a que FF qui m'a fait faire ça. Le 12 et le 12, le 13. Ok. Et Des du vraies coup, là, vacances. le 16, on n'est pas parti sur la même optique. Mais si, allez, Le- cède. Alors le 16, spoiler alerte, j'attends que le jeu il sorte dans Ouais. 2 ans, partout, Dans deux- en version royale finale à 10 balles, Tu n'as pas de comme PlayStation c'était le 5? cas du 15. Il connaît la Hein phase. T'as pas de PS5? Hein Tu n'as pas de PS5? Ah si, j'ai une Si, si. PS5. Elle m'a servi à faire Il veut pas. Stray, Il veut pas. Ok. et voilà. Et sinon, mon chat l'a fait tomber hier. Ah. Ouais. Et dans la thématique chat Oda, avec ton PS5 ouais. en fait. Oh. Elle est tombée, et du coup, sur la coque, elle est marquée là comme ça. Attends, mais elle a tombé la Je l'ai PS5. relevé. Ouais, Oh mince, mon tu vas chat, devoir mon acheter chat, des plates. mon chat, il fait 9,5 kg, donc C'est un Maine Coon, on il est rappelle. passé- D'accord. il est passé en trompe devant la PS5. La PS5, elle a fait paf. Je l'ai Mais, relevé. par contre, les chats ont un vrai truc avec la PlayStation 5. Ah ouais? Mais je sais pas, la mienne, elle m'a fait la même. Peut-être la coque un Elle peu sautait- elle texturée, sautait ça dessus donne et envie de. tout, genre, tu sais, elle se gratter, mettait et tout qui comme sait. ça. Mais je sais pas pourquoi. Autant là, quand mes animaux faisaient tomber ma PS3, je rentrais dans une rage folle, tu vois. Vraiment une rage folle. Là, la PS5 est tombée, je l'ai regardée, j'ai relevé, j'ai fait. De Vous êtes sûr toute que c'est pas façon, elle plutôt fait la- que prendre la poussière, donc. c'est pas plutôt la PS4? Que. 4. 4. Oh Habile. Si, si. Si, si. J'étais en forme, je l'ai dit. Pourquoi la PS4 ne tombait pas, monsieur? Parce que c'est une console qui se tenait à l'horizontale parfaitement, voilà. Voilà pourquoi toutes ces consoles qui pas tiennent méchant. à la verticale arrêtent pas de tomber. C'est parce qu'elles sont à la verticale. C'est Miaou. insupportable, ça. Miaou. Et qui met le Dites la socle? vérité. Franchement, qui met le socle? Personne Miaou. met le socle. C'est trop chiant, ça emmerde tout le monde, le socle. Terrible, ça. Je voulais pas créer un malaise non plus, mais bon, tout Puis, je me sens mal, moi je me sens mal là. j'ai mis le socle en fait, donc là je me sens sous-humain. Non, mais là. tu vois, quand tu designes une console qui tient à la verticale, design-la comme la Xbox Series, c'est un cube, pour la faire tomber, il faut juste foutre un coup d'elbow en haut, c'est impossible. Alors que quand tu designes une console toute comme ça, t'as fait ça et, Et tu peux la elle se coucher casse aussi, la je gueule, crois. c'est abusé. Tu peux la coucher, Non, tu peux pas la coucher sans le socle. Sans Je peux pas le faire sans le socle. ah ouais. oui. Tu peux pas la coucher sans le socle. On Qui sent- design ça? On sent comme une frustration post-PGW.
J'ai l'impression, Calme-toi, tout va bien. franchement, laquelle j'ai l'impression que t'étais presque content que Oda. Non mais moi j'attends leur version. Je sais que la version Slim va De la être Slim. incroyablement Ça, depuis le meilleure début, de la t'en parles. PlayStation 5, tu vois. Mais en termes de design pur, ce qu'ils ont sorti là, c'est terrible. pour Ouais, moi. c'est sûr que Il est c'est- toujours en pas termes- content. C'est terrible. En termes Non, la ergonomiques, c'est console pas, est une super console, mais le design, l'efficacité du Pragmatiquement, il est design, pas ouf. c'est Ouais. horrible. Moi, C'est horrible. Je me souviens bien du jour où on a eu le reveal. Moi, je priais pour retrouver les anciennes couleurs des premières PlayStation 1. parce que Le moi, je gris, trouvais ça trop stylé. le gris mauve. Ouais. Ouais. Ah, moi, je Mais voulais ce sera après. ce d'autres melting pot. plaques, je pense. Et c'est vrai que toi, t'as vu blanc, ça t'a pas parlé. T'as vu grand et t'as dit, ah, pff. Ouais, c'est encore le blanc, ça va. Juste, ouais, la taille, tu peux pas la mettre à l'horizontale comme tu veux. En haut, si tu mets pas le socle, elle est sujette Ils ont à tomber tenté quelque partout. chose. au Il moins. faut appeler Moi, l'esprit j'aime bien, ouais, design. Ouais, ils ont Ça fait. divise, mais Ils ouais. ont fait un nouveau building comme ils font un building quasiment tout le temps, mais toutes les Ouais. consoles étaient pensées pour être tenues à l'horizontale de C'est plus base. Quoi. pratique, c'est sûr. Et là, l'horizontale, elle passe pas dans certaines de mes meubles télé, tu vois. Ou alors elle passe, mais elle respire pas. C'est vrai qu'on le mettre en dessous. Ouais, mais toi, même la PS4, c'était ça aussi. Moi, j'avais mis du temps avant de la remettre sous un truc. Mais Parce que, t'es en fait, La oui, mais PS4 je, Pro. en fait, je ne Pardon. voulais pas la mettre, tu sais, dans un meuble, sous quelque chose. Je voulais qu'en fait, l'aération se fasse totalement par le dessus pour pas avoir de problème de surchauffe. Bon, allez, c'est un autre sujet, on vous en reparlera. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Je sais. De ouf. Franchement, je De sais. vrai. Mon avis, PlayStation, ils ont pas trop eu le choix. Puis elle est stylée, tu vois, la PS. Non, par rapport au matos qu'il y a dedans, Par contre, moi, j'aime bien sa voilà, forme. c'est ça. Ils J'aime ont bien donné sa une forme. forme stylée. j'adore. Moi, perso, j'avais. Tu restes pas insensible, mais en termes d'utilisation pure et dure, je trouve vraiment pas très optique. Puis c'est trop grand, quoi. Enfin, Surtout très grand, très lourd. Ouais. Et ce parti pris artistique qui, du coup, divise, mais au moins se démarque, et ça, c'est important, fait que tu pourrais quand même gagner de la place sur certains éléments. Quoi, tu vois, tu as quand même des bouts de coque qui dépassent et tout, mais ça fait Oui, partie mais du style. la même config dans un PC qui t'offre les mêmes performances, Oui. c'est 2-3 fois cette taille-là, en fait. Complètement. Donc, Ah, mais complètement. tiens. Non, mais Ah ouais, complètement. non, vraiment, Complètement. ils ont fait au mieux. Hein, par Une rapport à la PS5 slim, pas sûr qu'on puisse tant la faire que ça, parce que si elle est aussi grosse, c'est aussi pour pouvoir aérer et qu'on n'ait pas de bruit et pas de Alors, surchauffe. je modérais parce qu'elle est déjà devenue slim sans qu'on s'en rende compte, la PS5. Oui, On en est en train de hacker intérieur. complètement l'émission, mais en fait, à l'intérieur, ils ont déjà réduit 2 fois la taille du radiateur. C'est ça. Parce D'accord. qu'ils ont réduit Oui, la taille d'impression de la puce de base, tu vois. Donc ils l'impriment de plus en plus petit, elle chauffe de moins en moins. Enfin, ils l'optimisent constamment Ça en leur fait coûte leur, pas cher. leur C'est- console. C'est avec ce genre d'économie que normalement ils te lancent une Slim, sauf Voilà. que là ils l'ont pas fait. En fait, Ouais, hein, ils l'ont pas complètement. fait. Par contre, tu vois, ils ont diminué le poids des consoles, ce qui diminue Oui, aussi les frais d'envoi, etc. Non, ils taffent, hein, PlayStation, ils taffent de ouf pour optimiser leur console. Comme la PS1 et la PS2, la PS3 à l'époque, elles évoluaient beaucoup sans qu'on s'en rende compte d'un Ouais. point de vue design, Ouais. en vérité. Quoi qu'il arrive, oui, dans la PS5 Slim n'a pas été annoncé ni quoi que ce soit. Hein. Désolé, on dit ça, mais c'est souvent, on va dire, le modèle que suit. Et on vous en avait fait un sujet complet dans Starter. Le besoin de réduire vraiment la place que prennent les objets vendus devient juste obligatoire pour les constructeurs, que ce soit en termes de coûts logistiques, mais aussi d'impact écologique global. C'est des choses dont ils doivent absolument travailler dessus. Voilà pour ça, en tout cas. Sondage dans le chat, évidemment. Aimez-vous le design de la PS5 ? Oui, non. Et on va attaquer le premier sujet. C'est parti, jingle. Ah, désolé, on a complètement digressé. Ouais, mais pas possible, c'est de ma faute. Est-ce que c'est pas un À peu le cause de- charme de l'émission? Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on fait Est-ce que tout c'est ça pas pour en ça live qu'on est sur Twitch? Je suis d'accord. Voilà, Exactement. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est sur Twitch. Mon Paul s'arrache les cheveux, mais c'est pour ça qu'on est sur Twitch. Ah, le mec, il a les cheveux plus longs que nous tous réunis. Oh. Bon, pas Bienvenue pas dans le moi. club, garçon. Bref, Il se tape une grosse barre, le gars. quoi qu'il arrive. Menu principal, on va parler un peu de 28 mois plus tard. C'est bien ce que vous croyez. 28 mois plus tard. Le film, suite de 28 jours plus tard, suite de 28 semaines plus tard. Eh bien, un film de zombies, sorti il y a plus de 20 ans, hein, je vous rappelle, que même moi, j'ai J'espère. vu au début. Mais non. Bah après, j'ai arrêté, Parce que- j'ai arrêté quand il y avait des zombies. Oui, d'accord. Quand le film démarre. Quoi. Mais ok. Du coup, Non, mais j'allais je le dire, vois est-ce que sortir t'as de vu l'hôpital, marcher dans Londres, Ouais, ouais. les plans en sont mode trop tous les stylés. trucs, la Bah ouais, de Snap ouf. Ensuite, Feed après, il y et a des tout. zombies, j'ai éteint. Non, Mais je j'ai trouve vu qu'il y a le une film. tu vois. scène, il y a une scène. Et moi, ça me fait mal parce que. Il y en a je plusieurs, c'est un film. Ouais, il y en a plusieurs, mais il y en a une. Une, Max. Ouais, ok, d'accord. Il y en a une qui est puissante, si je te dis la goutte.
La goutte. La goutte. Ah. En fait, Tu l'as pas ça fait archi longtemps que j'ai pas vu le film. Ah ouais, ok, bon, my bad. Et je me souviens. Ceux qui s'en rappelleront bien. Attends, mais raconte. On se souvient aussi. Tu vois exactement. Moi, je trouve, C'est en le goût de termes sang. de cinématographie, tu vois vraiment la puissance de cette Danny Boyle, scène. hein. Ouais, mais tu vois, il a une véritable. Non, mais il a une vie. Mais moi, j'ai vu, j'étais une gamine. Hein. Moi, j'étais toute petite et c'est vrai que ça m'a marqué. J'ai Mais fait. toi, c'est Il a une incroyable que tu vision, regardes j'adore. Quand t'étais petite, Hein tu regardes des trucs. Ouais, Et j'ai regardé franchement, Saw, j'étais en primaire, tu sais, oh je là rigolais. En primaire. Ouais. Oh, c'est un peu tôt quand même. Ouais. Oh, c'est un peu tôt. Les premiers Saw, Oh, ça allait. L'exorciste à 6 ans, donc tu sais, au Bah oui, non mais. Moi, je regardais des stuff movie à 12 ans. Je vous rappelle- Je trouve 2 ça ans. bien moins violent que notre société, tu Je vous vois. rappelle juste les faits. En effet, vous l'avez cité, Danny Boyle en réalisateur, avec Cillian Murphy et Naomi Harris, écrit par Alex Garland. La suite, lui, était réalisée par Juan Carlos Fresnadillo, avec Robert Carlyle et Imogen Poots. Eh bien, on pourrait, à l'occasion des 20 ans du premier film, retrouver Danny Boyle et Cillian Murphy sur un deuxième épisode, en effet. Danny Boyle, je vous rappelle, il a réalisé Sunshine, Slumdog Millionnaire, 127 heures, Trainspotting 2. Vraiment, il est Une assez machine. top. Et évidemment, Cillian Murphy, vous le connaissez surtout aujourd'hui pour Peaky Blinders. Évidemment, la série Peaky Blinders, il porte le béret vachement mieux que moi, d'ailleurs. Oh non, t'aurais pu avoir ton rôle dedans. Hein. Ah si, il est tellement BG, c'est abusé. T'aurais pu jouer dans Peaky Blinders. Ça aurait Ah pu ouais être Ah le ouais, petit clairement. français qui arrive. Oui, voilà. J'aurais Hello pu- everyone. J'aurais Let's go. pu, Son j'aurais accent. pu être le petit français, j'avoue. Complètement, c'est vrai. Troisième film a été évoqué de nombreuses années, mais n'a pas encore été fait. Le scénario est déjà écrit, d'ailleurs, par Alex Garland, scénariste du premier épisode, qui déclare 28 mois plus tard « retrouve de l'attention car c'est ce qui se passe en ce moment dans ce business ». Alors là, c'est très cynique, sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que pendant le cinéma, en gros, tu fais un truc qui cartonne, t'attends 20 ans et tu le ressors comme du bon vin, une bonne grosse suite. T'es sûr que t'as tous les nostalgiques de l'époque. Ah, vous vous souvenez avant, c'était vraiment trop bien. Maintenant, les films, c'est que des super-héros, c'est tout pourri. Ah, mais je vais aller voir la suite du film. Ça a toujours été comme ça. Voilà, ça a toujours été comme ça. De toute façon, c'est cyclique. On attend le retour vers le futur, le nouveau. Ça va arriver, c'est sûr et certain, à un moment ou à un autre. Bah ouais, ma gueule. Ouais, non, t'es en train de me briser le cœur, mais t'as raison, tu vois, mais j'avais pas réfléchi jusque-là. C'est sûr et certain, Je te spoil. Le reboot. Jurassic Park est passé. Jurassic Park est passé, Retour vers le futur, c'est là. C'est dans les bacs dans pas longtemps. Je vous spoil. C'est terrible, mais c'est comme ça. Voilà, il continue avec... Il faut une bonne raison pour que des gens se rendent au cinéma, car ils en ont de moins en moins. Il parle de cinéma. C'est dur pour les compagnies de distribution de films et les chaînes de cinéma, car elles ont du mal à attirer des gens en salle, sauf si c'est pour du grand spectacle à la Marvel ou Top Gun Maverick. Trop bien, Top Gun Maverick. J'ai pas regardé en salle et c'était trop bien quand même. Mais une troisième partie pourrait faire déplacer le monde si elle était à moitié réussi. Donc c'est pour ça, elle disait, si 28 jours plus tard devait avoir un 3, et que ce dernier soit réussi, il est persuadé que les gens reviendraient en salle pour le voir. Quand je pense que le dernier film que j'ai vu en salle, c'est Black Adam, je me retrouve tel... Franchement, je suis le joueur de Call of FIFA du cinéma. Non, mais en C'est vrai, terrible. Ouais, tu m'as non, mais choqué, oui. là. Je suis le joueur de Call of FIFA. Shang-Chi. J'arrête pas. Non, Shang-Chi, non. Shang-Chi, j'ai non. Bah, non, mais Pourquoi ça veut non, dire j'ai que pas parce payé que pour en Shang-Chi. vrai, pareil, je vais très rarement au cinéma. Ah, t'as vu Shang-Chi au cinéma? Ouais, dernier je suis en train de me dire, je crois bien que la dernière fois. Alors, j'enlève quand on m'a plus 1 sur des AVP, bien sûr, je ne compte pas. D'accord. Mais là où je paye, machin et tout, c'est vraiment pour un film de super-héros. Comme quoi, vraiment, les films de super-héros encaissent sa blinde en termes de box-office. On y passe tous, quoi. C'est Ça. quoi, toi, les derniers Moi, films je crois que c'est un payés? Est-ce que c'est aussi super-héros? Ouais, Ah. c'est Doctor Strange, je crois. Le deuxième. Ah, Strange 2, j'ai vu aussi. Ok. C'était il y a déjà Putain, vous avez- il y a un vous bon Et il y a un moment. ouais. moment. Vous allez me faire passer pour un hipster. de Ah, fou. mais- Mais c'est pas grave, mais tant mieux, justement, faut C'est rehausser. le docu sur David Bowie. Super. Ouais. En plus, un docu au cinéma et tout. Il ok. était pas ouf, mais Ah, merde. ouais. Merde, C'est pas dommage. grave, c'est pas grave. c'est pas grave. Mais, Ouais, je tiens à préciser, je suis allé voir aussi Strange 2 au cinéma et Yes. Black Adam, donc c'est les 2 derniers films que j'ai vus au cinéma. Et si j'y suis allé, c'est pour accompagner Phil Drong, mon ami Phil Drong, qui ne veut pas aller au cinéma tout seul.
Voilà. C'est sa faute. Je suis du même acabit. Par contre, je suis incapable d'aller au cinéma tout seul. Sérieux Je Ah vois ouais ça. Pourquoi Ouais, parce que pour moi, toute mon adolescence, c'était la sortie avec les potes, le cinéma. Donc c'est Ok. ancré en moi, sortie avec les potes. Quoi, Mais tu le vois. resto, c'est pareil, à la base, tu vas jamais au resto Ah, mais tout seul, et rien ne après, t'empêche j'avoue d'aller que taper un Littéralement, resto solo. resto, ça me dérange absolument pas, par contre. Ok, c'est marrant. ok. D'aller au resto tout seul? Ouais. Ah bah ouais. L'habitude d'aller à la D'accord. cantoche tout seul quand j'étais au Ouais. collège-lycée, tu vois, Ouais. parce que je connaissais pas grand monde, tu vois. Donc, Ouais, resto, pour moi, c'est pareil. Et le quoi. Vietnam, J'avoue, c'est et le Vietnam. Alors que aller au cinéma tout seul, j'ai rarement pris autant de plaisir qu'en faisant ça en fait. Je trouve. Mais tout faire tout seul, c'est trop bien. Du shopping On solo, peut. des voyages solo, genre, c'est trop stylé. La vie seule. Aimez-vous vous-même, en fait, déjà. D'ailleurs, si vous pouvez faire l'émission toute seule, s'il vous plaît, ce serait mieux. Ouais, là, par contre, non. Ouais, quand même. Non, là, Ah, c'est la limite. on rigole pas. Avec quelques truchements de montage à la Danny Boyle, on pourrait. Hein. Écoutez, après ce sondage réussi, pas trop hype pour le moment, mais quand même, moi, il faut voir hype. Il y en a plus de 60%. On pourrait faire un sondage sur êtes-vous fan de plaisir solitaire, mais j'ai peur que ceci, eh bien, ne dérive un ne tout nous petit peu regarde pas. dans des sujets qui ne nous regarde pas. En effet, tout à fait. Merci Otaxou de me lancer cette perche. Max, une suite un peu tardive, mais qui pourrait quand même être pas mal, alors que le sondage de la PS5 est tombé aussi et alors que 63% du sage n'aiment pas le design de la PS5. Ah, c'est une majorité quand même. Hein. Oui, Écoute, et c'était l'inverse avant que la console ne sorte. Je me souviens du sondage qu'on avait posé au moment du reveal de la console. Ah ouais. Tu vois. Je pense que Donc c'est- je pense qu'il y a aussi une expérience utilisateur qui rentre en compte aujourd'hui. Ouais. Bref, c'est pas le sujet. Oui, pour une suite. Bien oui, je dis oui, parce que c'est pas non plus un film d'infectés de zombies comme les autres. T'as une vision d'un réalisateur qui a sa patte. Mm. Cinématographique, artistique. Si vous n'avez pas vu Trainspotting, Trainspotting, ouais. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est là, c'est bien. hardcore. C'est un classique, Oh. hein. Non, Ah, mais c'est génial, c'est absolument génial. hardcore. Ah oui, c'est hardcore. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des Ouais. scènes qui sont violentes. Oui, hein. alors, La oui. scène du bébé, je m'en souviens Bah, encore. ouais, voilà, ce que bébé j'allais dire, la Ouais. détox, Ouais, elle est. ouais. Puis la plongée dans un La univers. plongée. Oui, voilà. C'est. Oh, vous me faites peur. Jamais, Bah, c'est à voir. c'est à jamais sans voir. ma seringue. Non, mais voilà, le mec, Jamais c'est, ça m'a. jamais. Non, mais vraiment, bref. En tout cas, c'est un beau réalisateur. Donc, ouais, j'avoue la phrase qui. C'est à dire en live, c'est parfait. Vraiment super. Oui, pour 28 ans plus tard, 28 mois plus tard, parce que si c'est le même réal, si on retrouve cet esprit artistique qu'on avait à la base, on s'écarte du film d'horreur classique et du coup, non, ça peut être un bon film d'auteur, on peut dire, presque, oui, hein, je pense totalement. qu'on peut dire ça. Et oui, voilà. Et de toute façon, d'un point de vue aussi commercial, je pense que ce sera toujours une réussite parce que les films d'horreur continuent de bien marcher, qu'ils soient nuls ou bons, j'ai l'impression, hein, en tout cas. Donc oui. Et moi, je me souviens surtout de 28 semaines. Enfin, Il Oui, paraît c'est qu'il vrai, c'est était vrai. bien aussi, Il était bien, en Il vrai. était bien aussi, mais Peut-être pas au niveau du c'est nom, pas mais les bien. mêmes thématiques en fait. C'est que D'accord. le 28 jours est une aventure plus à taille humaine, alors que 28 semaines a un côté un petit peu plus militaire, un Ok, petit peu plus d'accord. grandiloquent. C'est ça, ouais. Mais ouais, 28 jours plus tard, pour le coup, justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 28 mois plus tard, avec le retour de Cillian Murphy et tout, ça pourrait vraiment marcher, en vérité. Bah ouais. Et quand on voit ce qu'a fait Danny Boyle avec Trainspotting 2, où moi-même, quand je l'ai vu l'annonce, j'étais mais ils vont jamais réussir à en faire un 2, c'est juste impossible de faire une suite à ce film. Ah si, et en fait, c'est une suite super intelligente qui te parle de nostalgie, qui te parle de la vieillesse. Pouvoir le faire dans le contexte de 28 jours plus tard, ça peut se faire complètement si c'est bien écrit et bien réel. Je suis curieux. S'il n'y avait pas eu Trainspotting 2, j'aurais été là, je sais pas trop. Mais vu que Trainspotting 2 était réussi, confiant. N'empêche, Ouais. il y a une tendance au travers de tout ça, à savoir la crise profonde du cinéma et des salles de cinéma, hein, sous perfusion par les films à grand spectacle actuellement, et aussi, évidemment, la rappel à la nostalgie absolue. On sait à quel point la nostalgie marche bien, même dans le jeu vidéo. C'est pourquoi il y a autant de remakes actuellement dans le JV ou de suites de licences connues. Quelle est la dernière nouvelle licence qui a cartonné dans le monde? Il est difficile de s'en rappeler, finalement. Dans quel domaine de jeu vidéo cinéma Ouais, jeux vidéo. Ah, jeux vidéo. Nouvelle IP. Une On nouvelle va faire IP qui Elden a Ring. tout pété, bah ouais. Après Elden Ring, c'est Dark Souls 4, Ghost mais of Elden Ring. Tsushima. Oui, c'est ce que j'allais dire, Ghost of C'est Tsushima. C'est pas aussi vraiment, c'est populaire, vraiment un ouais. carton. C'est une si. belle- Carton, Ghost c'est of Tsushima, quand même. c'est Success Story, Hmm. une licence avec une nouvelle IP qui monte. Ouais, Elden Ring. Mais c'est pas, comment dire, rentrer dans la Bah. culture, genre avec un truc fort. Tu dis encore Ghost of Tsushima et Cyberpunk. Gros Casu. Les gens ont raison, ils vont pas. Cyberpunk.
Cyberpunk. Voilà. Cyberpunk, Cyberpunk, c'est déjà là, une licence existante, mais ouais, Cyberpunk. Ah, mais c'est Non, le bad buzz pour lequel il est connu Cyberpunk, pas forcément pour les bonnes raisons en fait. C'est pas été Horizon, rentré dans c'est le un zeitgeist pas- non plus de fou. Horizon n'est pas un mauvais exemple dans le sens où il n'y a que le deuxième qui vient de sortir. Ça restait une licence assez nouvelle. Ouais, Elle a 2018, fait ouais. la couverture de Vanity Fair, elle a eu le droit à Ouais. ses petites statues un peu partout, dans plusieurs villes et tout. Je me dis, elle a réussi à devenir un peu icône, Si, clairement, ouais. plus cette année que même auparavant. Ah ouais, Moi j'ai envie bah, de dire Splatoon aussi, même si c'est Ah oui. relativement peu C'est récent, récent. ça Ouais, reste ouais. une nouvelle IP de Nintendo qui est connue pour ne pas faire de nouvelles IP justement et de creuser le truc comme pas permis, qui en plus arrive à avoir un aspect ultra compétitif, avoir un truc communautaire particulièrement au Japon, mais quand même à travers le monde. Splatoon, c'est pas dégueu en vrai Mais comme nouvelle IP. Hein. Ça a quelques années quand même maintenant. Mais ça a C'est quelques plus- années c'est maintenant. pas si nouveau que ça, tu vois. Non, non, Moi, non. je dirais, je miserais plutôt sur The Callisto Protocol. On va voir, qui sort, qui est une peut-être, ouais. pure nouvelle Je franchise. pense que ça va être une licence. Alors de là, oui. Alors en tout cas, Ouais. si ça se vend, Ah ce bah, sera une licence. Ça va, Allons-y. ça va bien marcher, mais Bon, ce sera le- pas le Elden Ring, genre. quand même. le genre fait que Ouais, le ça genre, ne peut pas, en ouais. fait. Genre Euh, fait que tu dépasseras pas Resident 10 millions. Evil, Quoi. bon, parce que c'est Resident Evil. Oui, mais hein, je c'est suis pas d'accord. Callisto Protocol, tu vois. Là, t'es quand même sur du beaucoup plus soft avec du Ah, le 7, RE qu'avec du Callisto. Oui, je pense qu'effectivement, mais Resident Evil 7, alors il jouit de sa notoriété, de la notoriété de la franchise. C'est le jeu le plus vendu de la franchise actuellement, tu vois. Oui. Donc, et pourtant, Clairement. il est violent, mais je suis d'accord, c'est Resident Evil, donc c'est bon. Ouais, mais voilà, t'as l'aura. tu connais Dead Space, tu vois Callisto Protocol, tu te doutes bien du sound design qui va être hyper oppressant. Enfin, c'est même, bah voilà, demande à Ken. Ah oui, non. Non, non. En tout cas, on se rend Ouais, bon, compte pas. que même si on est un peu médisant, les nouvelles licences, les nouvelles choses se tentent aussi dans le cinéma et aussi dans le jeu vidéo. Il y a une place pour la nouveauté. On va parler un peu de Xbox qui, eh bien, balaye devant sa porte et devant la porte des joueurs. Xbox a récemment, eh bien, mis à jour l'interface de sa console afin que les joueurs puissent visuellement se rendre compte de l'impact du mode économique de leur machine et de leur consommation réelle. Chiffres sur la consommation d'une Xbox, on a quelques graphiques justement à vous montrer ici. Eh bien, sachez que si vous laissez votre console en mode éco veille quasiment tout le temps, votre console va quand même consommer pas mal et ça peut chiffrer jusqu'à 20 € sur votre facture d'électricité par an, ce qui n'est quand même pas négligeable. On voit ici les chiffres de conso devant les yeux. Si vous jouez 2 heures par jour hors week-end et que vous regardez 10 heures par semaine du contenu en streaming avec votre Xbox, le coût en électricité de votre Xbox Series passe à 36 € par an. C'est quand même, tu vois, un coût d'utilisation de vos machines qui n'est pas négligeable. Et Microsoft, eh bien, veut être totalement transparent par rapport à ça. Il a évoqué d'ailleurs la piste d'activer le mode économie d'énergie par défaut pour chaque console produite. Donc, ils veulent évidemment le faire. Ça consomme moins, mais le mieux est d'éteindre complètement vos machines quand vous en servez pas ou de la débrancher carrément si vous savez pas si c'est éteint ou pas. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile parfois de savoir si elle est allumée ou pas. Tu débranches le câble, moi c'est ce que je fais, je débranche le câble. Les serveurs Azure, notamment utilisant le Xbox Cloud, visent une alimentation à 100% par des énergies renouvelables d'ici 2025, c'est-à-dire demain, quoi, Wow. avec une certification zéro gaspillage d'ici 2030. Voilà. Et ça, c'est une méta qui est quasiment utilisée par toutes les fermes de serveurs ou toutes les fonctionnalités de serveurs. Actuellement, oui, parce qu'ils sont énormément pointés du doigt par leur système. Bien sûr. Une magnifique vidéo de Pepe Garcia au sein d'un des Oui. plus grands centres de serveurs et de données français qui se localise dans le 93 en région parisienne, vous montre comment est-ce que les fermes de serveurs réduisent leur impact énergétique et leur consommation en réutilisant notamment la chaleur produite par les serveurs pour chauffer des circuits d'alimentation d'eau ou produire de l'énergie juste derrière. Voilà, donc 2025 pour le zéro gaspillage. Microsoft semble étudier d'autres pistes pour que les consoles consomment toujours moins d'énergie. C'est vrai que si on fait le bilan de cette next-gen, c'est une catastrophe. Jamais les consoles de jeux n'ont autant consommé de watts. C'est abusé à quel point elles consomment. Seule la série S s'en sort plutôt bien, mais n'a pas un bilan non plus extrêmement fort, surtout quand on compare à la précédente génération de consoles.
qui elle consommait C'est relativement en train peu. de pousser sur du démat, quoi. On arrive vraiment à une période où, à force d'analyser et de se rendre compte de ces détails-là, enfin, c'est pas des détails justement, mais ces éléments qui sont assez importants pour qu'à un moment on reprenne ça en considération et qu'on se dise, finalement, maintenant qu'on essaye de pousser avec de la puissance, est-ce que la puissance, on va pas aller la chercher sur du démat? Ouais, j'avoue, c'est vrai aussi. C'est vrai que le physique, on peut avoir le débat physique dématérialisé, mais en tout cas, c'est des questions qu'on se posait pas. Franchement, est-ce que vous posiez cette question? Bon, moi, je me la pose quand j'allume mon PC. Je me suis toujours la posée quand les joueurs PC, vous devez vous poser la question quand même, parce que vos alimes de 600 watts, vous savez qu'elles servent à quelque chose quand même. Attends, de 600, t'es mignon, c'est 1000 maintenant. 1000 watts bah oui, évidemment. 1000 watts, vous vous rendez compte ou quoi, il y avait plus de boîtier d'alimentation là, vu que c'était devenu une denrée. Déjà, ceux qui ont 600 sont très contents, et 600, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, clairement. Ça, Sauf que là, prends en compte que la dernière GeForce, c'est 450 watts. Mais sérieux? Toute seule. Sans le GPU, sans le CPU, pardon, alors que le CPU va aussi à 175 ou 200 watts maintenant. Enfin, moi, j'ai une alim de 600 watts. Tout augmente au niveau de la technique en termes de consommation de watts, parce que la dernière technique qu'on a trouvée quelque part pour trouver plus de puissance, c'est une technique connue de tous, mais c'est d'augmenter la consommation pour augmenter la vitesse et la puissance, fondamentalement. Là où on pouvait... c'est pour ça qu'on parle de la mort de la loi de Moore ces derniers temps, qui disait que c'était forcément un cycle d'un 1 sur 2. Là, on parle de ça justement parce que les dernières techniques qu'on a, c'est augmenter la consommation. Est-ce qu'on n'arrive pas à trouver d'autres points sur lesquels évoluer? Oui, ça va clairement pas en s'améliorant. Après, il y a certains acteurs, notamment AMD là, ces derniers temps, qui commencent aussi à faire une communication autour de la consommation, justement, de dire nous, nos derniers cartes graphiques, c'est 350 watts et pas 450 watts. Ça reste 350 watts. Ouais, c'est clair, c'est vraiment énorme. Est-ce que ça a déjà t'as déjà regardé tes consos de console? Quand tu joues beaucoup à la console de jeu, quand même, Max. Ouais. Tu sais combien ça te coûte par an, juste en électricité? Franchement, non, mais j'ai regardé il n'y a pas très longtemps et je crois que j'étais assez surpris en mal de la consommation. En plus, on en parlait avec, tu sais, l'avènement peut-être des règles sur les télé 8K qui, du coup, interdiraient la commercialisation en plus de Europe, 200 watts, etc. t'es mort. Donc, on est quand même clairement dans une logique là où on est en train de se questionner sur ce problème. Et le problème, il est aussi pas écologique, il est aussi économique, clairement. Donc, moi, j'y pense. Et malheureusement, c'est vrai que les nouvelles consoles font tout pour que tu ne les éteignes pas, mais que tu les maintiennes en veille. C'est-à-dire que si jamais tu éteins ta télé, tu as une compatibilité, je crois, HDMI. HDMI Link. Link, ouais, c'est ça. La console ne va pas s'éteindre, elle va se mettre en veille. En fait, elle se met tout le temps en veille si tu fais pas attention. Ouais. Mais jamais elle ne s'éteint. C'est ça. Et alors qu'en vrai, si c'est juste pour faire des mises à jour et t'inciter à jouer, enfin, c'est con, quoi. Et en tout cas, la PlayStation 5 fait ça. Et je sais que la Xbox Series, notamment la X, elle est quand même mieux foutue à ce niveau-là. C'est que non seulement, alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que tu peux t'arrêter dans un jeu, éteindre ta console, éteindre, j'entends, et pas débrancher le câble même. Débrancher le câble et reprendre ta partie exactement là où tu l'avais laissé. Exactement. Bon, c'est un délire quand même. Donc ça, pour moi, c'est une console qui a déjà un peu plus réfléchi à ça, en tout cas. Je sais pas si on peut dire à l'écologie, mais si, qui est de par son point de vue pratique, tu peux te permettre de faire un peu plus d'économie d'énergie, quoi. Mais ça, c'est la résultante des joueurs qui se plaignaient qu'avec les nouvelles consoles, tu es obligé de mettre des mises à jour avant de jouer, etc. Ouais. C'est pour ça qu'on a des consoles qui sont en veille, pour qu'elles puissent faire leurs mises à jour rapidement, tu vois, sans que le joueur ne soit conscient de ça. Donc, il y a toujours deux poids deux mesures. On se souvient tous de nos allumages ponctuels de la Xbox One. On doit faire Gears, on doit faire un Forza par an, tu vois. À chaque fois que tu l'allumes, 3 Go 5 de téléchargement de mise à jour, et en fait tu joues jamais à ton foutu jeu. Les infrastructures ont pété un câble. Les infrastructures ont évolué aussi. On a de plus en plus à avoir la fibre, à avoir des hautes vitesses de connexion. Et moi, honnêtement, aujourd'hui, ça me prend quasiment plus beaucoup de temps de télécharger un jeu. Alors c'est personnel, du coup, je sais bien que tout le monde n'est pas dans ce même cas, mais en avançant dans le temps, ça ira mieux. On aura peut-être plus besoin de mettre sa console en veille. Bon, pas pour tout le monde, j'en suis conscient. En vrai, j'ai repensé parce que moi, la première fois où j'étais vraiment en alerte là-dessus, je viens de remettre un article, justement, on était sur le journal à l'époque, c'était en 2019, avant la sortie justement des consoles
next-gen, bon, les PS5, vous avez compris, c'est bon, ce n'est plus de la next-gen après plus de 2 ans. On reprenait un petit peu les chiffres d'après le CEL sur cette période-là, en 2018 déjà, on avait 47% des joueurs qui avaient une console de salon contre 55% de PC. Bon, déjà, t'es à quasi, c'est du 50-50, littéralement. Et c'est là où, en fait, on avait été une première fois un petit peu alerté sur la possibilité des scénarios catastrophes. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur cette même période de là, on doit gérer notre électricité, on peut être dans une crise au travers de tout ça. Et en vrai, on savait déjà qu'une partie des ressources consommées actuelles était due à notre consommation, que ce soit en cloud gaming, services de streaming ou encore des jeux vidéo. Déjà, on savait, en fait, on a déjà été alerté là-dessus. On est en 2022 aujourd'hui, on en discute en se disant aujourd'hui Microsoft est en train de le faire, il faudrait que tout le monde le fasse en fait, peu importe la marque, peu importe le secteur. Et encore, Microsoft le fait trop tard aussi, parce que l'urgence climatique, on est déjà dans le c'est trop tard. On est plus que dedans depuis, là on vous redonne des chiffres de 2018, on reparle de 2019 où on a sonné l'alerte, on était comme ça avec des red flags. Et là, on est en 2022, c'est encore pire. Alors, il y avait ce projet, là, je reprenais, c'était Télégeographie apparemment qui avait donc voulu lancer 281 000 kilomètres de câbles, justement, pour alimenter tout ça, en avoir encore plus. Moi, je ne pense pas que ce soit l'une des solutions. Mais alors, on fait quoi ? Est-ce que c'est mieux vaut tard que jamais ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une uniformisation qui se fasse directement auprès d'un conseil européen pour que justement ce soit pris en compte et limite forcé auprès des constructeurs. Est-ce que vous savez combien d'électricité ou combien d'énergie consomme une Nintendo Switch ? Ça ne doit pas coûter grand-chose quand même. Déjà, est-ce que vous savez à peu près combien c'est en moyenne une PS5 ? En watts. En 5, en watts, en sur jeu. Une moyenne sur combien de temps ? C'est une moyenne sur 2 heures par jour à peu 2 heures près. par jour. Bref, comment ça va être une moyenne en watts, donc watts-heure par heure, ça va te faire une moyenne en watts. Une PS5 consomme 110 watts, voilà, en moyenne, voilà, en moyenne, en jeu, pas jeu, série intermédiaire. Une Xbox Series, 130. C'est quand même assez ouf. Ce qui a triplé quasiment par rapport à l'Xbox One qui était à 54. Et la Nintendo Switch, est-ce que c'est quoi 25 watts. Je viens de le voir. T'es pas loin. T'es pas loin. Non. 15 watts. C'est un mobile. C'est 15 un téléphone qui en charge. Mais en fait, littéralement, parce que vu qu'elle fonctionne sur batterie la plupart du temps, c'est juste la consommation de se recharger, quoi. Invincible. Elle ne vous coûte que 3 € par an. En termes d'électricité en moyenne de jeu, d'où la supériorité de certains types d'architecture de processeurs, peut-être par rapport à d'autres, puisqu'on sait qu'elle est équipée d'un processeur très très vieux. C'est une structure ARM, c'est une structure mobile. C'est le Tegra X1. Exactement. Pour arriver à des puissances incroyables. La Switch, quand même. Phénoménal. Ouais. Mais disons que, on va dire qu'on a des équivalences de puissance d'une PS3. Merci à Nintendo de préserver l'environnement, alors. Écoute, je ne voulais pas le dire. Mais en réduisant la taille de leur boîte, le poids de leur machine et la consommation énergétique de leur modèle. Ils avaient déjà commencé en ne filant pas le chargeur avec leur console. On fait des jeux moins beaux, mais au moins, on préserve l'environnement. Nintendo DS. 6 watts de consommation. Et c'est vert. Regardez, si c'est pas du greenwashing. 6 watts. Mais où va le monde ? Relique. Chez Nintendo, visiblement. Ma grosse préoccupation par rapport au sujet, c'est surtout les fermes de serveurs et tout, parce que vu qu'on se dirige de plus en plus vers ça, du cloud gaming pur et dur, et que je ne sais pas si c'est la dernière génération de consoles, mais en tout cas, on s'en approche, je pense, physique. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce soit vert, tu vois, les faire. Et notamment, ma préoccupation, c'était Microsoft Azure, tu vois. Donc, apprendre qui sont déjà dans cette optique-là, ça me rassure, à voir comment ce sera fait, s'ils le font vraiment et si c'est vraiment écologique, tu vois. Enfin, écologique. Est-ce qu'on peut appeler ça écologique ? Je sais pas. C'est des énergies renouvelables. Enfin, je sais pas comment ça marche exactement, mais en tout cas. Faire des efforts là-dessus sur les fermes de serveurs et tout, je pense que c'est vraiment important parce qu'on se dirige tous vers ça de façon exclusive quasiment. Donc, voilà. Donc vous êtes pour que l'on réduise la consommation de machines, qu'elle le fasse automatiquement, c'est-à-dire qu'elle passe dans les modes économiques quasiment systématiquement. Je suis pour qu'on pousse les industriels à baisser leur consommation d'énergie en priorité parce que les consommateurs, c'est un infime pourcentage du truc. C'est toujours nous. Ouais. Et si ceci implique de baisser le framerate et de baisser la résolution de vos jeux,
Est-ce que, vous serez prêt à faire ce sacrifice-là, à jouer en 1080-30 sur votre PS5 pour consommer moins ? Écoute, si notre avenir en dépend, ok, mais moi, évidemment que ça fait suer. Je veux dire, c'est pas forcément. Je préfère qu'on m'impose des règles. Là, je sais pas encore. Non, mais en vrai, j'ai acheté un écran cher et tout pour en profiter. Mais oui, évidemment, si demain on me dit vous mourrez tous, je le fais. Bon. Sûr, je joue déjà à Bayonetta 3. Je vais pas te déprimer, mais ça remonte à un petit moment qu'on vous dit que... on mourrait tous, qu'il faut faire quelque chose rapidement. Je suis pas terminé. Dans ce cas-là, on va je veux mourir en 4K 240, Je veux mourir en 8K, les gars, dans ce cas-là. Écoutez, mourons en 8K, la stratégie évidemment du suicide collectif. Ouais. Chacun, évidemment, y voit midi à sa porte. Le bilan financier de Nintendo a été donné. La firme japonaise donne quelques chiffres modestes sur ses revenus. Un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, en progression de 5% par rapport à l'année précédente, en tout cas par rapport au semestre précédent. Ce qui veut dire que même sans Covid, Nintendo se porte bien. Le jeu vidéo ne semble pas être en récession chez eux, malgré la longévité de sa machine. Bénéfice net de 1,5 milliard d'euros. Au secours, j'ai bien lu, même si c'était écrit très bien, plus 34% de bénéfices nets opérationnels, ce qui est quand même assez hallucinant. Ici, la Switch a atteint 114 millions de copies vendues. On regarde ici les barres de Oscar Le Maire sur l'ensemble des bénéfices opérationnels. Donc on voit évidemment en 2020, l'année Covid a été leur meilleure année, une petite baisse juste après, mais qui reste. L'année précédente était déjà une des meilleures années ever par rapport à la sortie de la Switch. L'année qui vient semble être encore une fois meilleure, sachant que la barre bleue représente le deuxième semestre, qui représente les fêtes de Noël, qui sont souvent des périodes de grand succès commercial. Et on a un Noël Pokémon. En plus, on a un Noël Pokémon. Mais tous les Noëls sont Pokémon, en fait. Dans tous les cas, les gamins demandent... C'est tous les 3 ans Pokémon, vous exagérez. Non, mais justement, qu'importe qu'il y en ait un ou pas, moi je te dis, t'emmènes des enfants à la Fnac, tu leur dis va me chercher tes cadeaux de Noël, ça revient chez Pokémon direct. Ils vont prendre le jeu Pokémon, ils vont faire tiens, il y avait Pokémon, puis là, on a la Switch exclusive qui sort en plus du nouveau jeu. Le prix des jeux, il baisse pas. Même si Pokémon Let's Go, il est sorti il y a 3 ans, le petit, il l'avait pas, il voit un jeu Pokémon qu'il avait pas, il va le prendre. Donc en vrai, période de Noël, Nintendo, Pokémon, ils sont tout le temps royal. Gucci même. Est-ce que c'est que le jeu vidéo, parce qu'ils sont aussi très forts en merch et tous ces trucs-là, et Pokémon, je veux dire, c'est pas que du jeu vidéo notamment. Enfin, ils sont trop forts en vrai à ce niveau-là, ils sont intestables. Et du coup, se dire que d'ici très peu de temps, ils vont dépasser la PS4 qui déjà était applaudie pour ses scores, c'était inévitable de toute façon. Tu voyais la courbe de progression, tu disais bon. Voilà, elle va se faire bouffer. Depuis sa sortie, tout le monde dit au fait, ça va être un carton. Regardez, oui, c'est genre tu vois passer l'étoile filante, quoi. La belle rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. La PS4 est la prochaine sur la liste, et après, on avait regardé, c'était la Game Boy, je crois. Game Boy qui compte le nombre de Game Boy Color, en effet, dans sa liste, 117 millions de PlayStation 4, très probablement dépassé d'ici la fin de l'année. Ça sera l'année où la PS4 se fera dépasser par la Switch. Et les Game Boy qui comptent Game Boy Color, un peu de la triche. Mais elle est à 118 millions. La Wii est d'ores et déjà dépassée. Donc, on n'a plus que quelques millions d'exemplaires pour que ce soit la console Nintendo la plus vendue de tous les temps, au-dessus du Game Boy, ce qui quand même rend les comptes assez importants. Quelques chiffres aussi sur les sorties cette année. En effet, 3 grosses sorties cette année. Splatoon 3, Xenoblade Chronicle 3 et Kirby et les mondes oubliés. Eh bien, sachez que sur ces 3 sorties, Kirby et les mondes oubliés est d'ores et déjà, en moins d'1 an, le jeu Kirby le plus vendu de tous les temps. 5,7 millions. Incroyable. Énorme quand même. Absolument incroyable. Donc voilà, c'est juste fou. On a aussi d'autres chiffres. Le meilleur démarrage pour un Xenoblade Chronicle
tout simplement. Voilà, Ouais. qui signe Pas 1,7 étonnant, million à son démarrage, sans que le jeu est pas mal sorti. Et le meilleur démarrage pour un jeu Splatoon, avec Splatoon 3, avec, j'avais compté 6,7 millions, il me semble, Je crois que c'est ouais. de 7,9 millions de copies vendues, dont 63% des copies au Japon, quand même. Excusez-moi. C'est normal, hein, c'est le nouveau succès Monster Hunter, quoi. est phénoménal. C'est le nouveau Monster Hunter, tout à fait. C'est le nouveau phénomène, en tout cas au Japon. Des chiffres, évidemment, qui donnent le vertige et une fin d'année Pokémon, tu l'as bien cité, avec les précommandes du nouveau Pokémon qui ont d'ores et déjà dépassé la totalité des précommandes des jeux Switch, quels qu'ils soient, ever, en boutique. C'est le jeu le plus précommandé de l'histoire de la Switch. Ce Pokémon Scarlet Violet, c'est assez incroyable. On s'en va du coup vers un raz-de-marée absolument cataclysmique, quelque part, pour une console qui est dépassée complètement technologiquement et qui pourtant n'en finit pas d'avoir un succès fou. Max, comment tu analyses ce succès retentissant? Bayonetta, toi, c'est ton dernier jeu, non? Ouais, je l'ai Dans la terminé hier. J'ai terminé hier. C'était n'importe quoi, mais c'était cool. Ok. On appelle ça un Du Bayonetta. vrai Camilla. Avec Camilla, pareil, lui, il aurait pu être dans Trainspotting. Non, mais vraiment, non, mais Ouais. j'ai l'impression qu'il met tous les concepts du monde dedans. Enfin bref, c'est une autre histoire, Bayonetta. Mais la Switch, c'est une console qui est tellement astucieuse en vrai. Et alors, certes, technologiquement, elle souffle, elle est essoufflée même. Mais en vrai, elle est maligne. Enfin, je veux dire, les gars, on a une console que tu embarques n'importe où, que tu viens docker, que tu peux, avec une seule avec deux pauvres Joy-Con que tu peux séparer en deux pour jouer n'importe quand avec qui, faire du splitter dans le métro. Enfin, tu vois, je veux dire, d'un point de vue ergonomique et tout, allez, c'est top. Elle est quoi. absolue. Hein. C'est top. Donc, certes, elle est à la traîne techniquement. C'est un aspect, honnêtement, qui me gave un peu en 2022. Tu vois, je suis un peu lassé de jouer à Bayonetta 3 sur ma télé, ma grande télé, et de voir que ça m'arrache les yeux, tu vois. Mais bon, c'est pas grave au final, parce qu'elle s'en sort tellement bien sur d'autres trucs. Et aussi parce que ses éclus sont inimitables. Et enfin voilà, je vais pas refaire le CV de Nintendo, mais en vrai, les gars, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et au moins, ils se creusent la tête pour apporter des concepts nouveaux à chaque console. Sachez que c'est bien la Switch OLED qui est aujourd'hui la Switch la plus vendue parmi les choix de Switch entre la Lite et la Switch classique. La Lite ne représente que 10% des ventes. Aujourd'hui, la Switch classique, 28%, 62% pour la Switch Lite. Pour terminer là-dessus, au Taxou, il y aura d'autres chiffres que je vous donnerai de toute façon dans les Amis Bro en détail demain. Mais la santé de Nintendo est folle. Est-ce qu'ils peuvent rater leur prochaine génération? Non. Question comme ça. Bah, Tu penses parce qu'ils ont déjà réussi, hein? Oui, mais en fait, le trésor de guerre de Nintendo aujourd'hui est tel qu'ils peuvent louper 2 générations d'affilée et il n'y aura aucun souci. C'était le cas avec la Wii U, souvenez-vous, tout le monde disait Nintendo va être mort, machin, sauf que le trésor de guerre de la Wii était tel qu'ils pouvaient louper 2 générations d'après, c'était fini. Là, ils ont un trésor de guerre encore plus puissant avec la Switch, ils font ce qu'ils veulent, Nintendo. Tu penses qu'ils peuvent se passer de la rétrocompatibilité pour leur prochaine génération de consoles? Ah oui, largement. Ah ouais. C'est Nintendo, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Ils ok. On sait très bien qu'on va acheter, quoi qu'il arrive, on l'a déjà fait sur ouais. 14 générations. On va Ils acheter l'ont pas quoi fait qu'il sur arrive. la Wii U, les gens. Il y a eu des gens qui ont acheté la Wii U. Preuve qu'il en Ouais, est. Tu vois. il y a beaucoup, des quand gens, même. ils l'ont acheté la Wii U. Mais ouais. j'en fais partie, je ne Ouais. juge pas, Ah. tu vois. Non, j'en fais partie complètement. Toi même, tu sais que Mais à Smash la là-dessus, fin, c'était quand même. quand t'as tous les jeux qui sont sur Switch et qui sont meilleurs en plus, t'as pas un petit peu les boules d'avoir eu la Wii U, tu vois. Ah, c'est une console collector. voilà. Collector. ouais. Collector. Tout à fait. Disons ça comme ça, soyons gentils. après, Collecte mort, s'en fout. Franchement, c'est facile quand tu vois que tous les mecs de Nintendo, ils en achètent 3 des Switch là, c'est normal d'en vendre 114 millions quoi. T'en Franchement. as acheté combien déjà, Ken? Rappelle-moi. C'est l'heure de la mise à jour, puisque nous sommes déjà très en retard, midi 47, et on va parler un peu des jeux qui vont sortir cette semaine avec Max. C'est parti. Alors, Déjà, je vois que ça te saoule déjà. Je vois Non, que ça te saoule. non, on va Je vois parler qu'il de y a que des jeux qui te saoulent. ouais, qui il y a sortent. que des jeux qui me saoulent. Franchement, ça saoule. Ça saoule, ouais. Voilà. On dirait que vous Écoute, utilisez un nouveau Dark Souls alors que pas du tout, tu vois. ouais, non, pas du tout.
Non, pas ce Souls-là. On va commencer aujourd'hui avec l'air de rien, le retour d'une franchise iconique de Sega. C'est vrai, c'est aujourd'hui. Et oui, c'est Sonic Frontiers qui sort aujourd'hui sur toutes les plateformes. Il sort sur PC, PS5, PS4, Switch. Xbox, Series Xbox One et même Nintendo Switch, effectivement. Et l'air de rien, il y a des enjeux autour de ce jeu Sonic. Il est promis un peu comme une révolution au sein de la saga par la team Sonic. Pour ses ambitions, voilà, de celle de se mettre vraiment à la page. On sait que les jeux Sonic en 3D notamment, ça n'a pas toujours été... On va en parler. On va en parler, On va clairement en parler. On peut en parler, mais là, ils ont des ambitions. Et ces ambitions sont de proposer des mondes ouverts. Alors, je dis des mondes ouverts parce que c'est des zones apparemment Voilà, c'est interconnectées. des zones. Le terme zone est Des partout. grandes zones Ouais. que tu peux explorer avec des casse-têtes dedans, avec plein d'éléments à récupérer, avec un système de combat qui est totalement repensé, avec des ennemis que tu vas devoir éliminer en faisant des combos précis, un arbre de compétences. Même c'est la première fois dans la saga qu'on a un arbre de compétences pour Sonic. Une histoire. Voilà, bon, bref, en soi, un jeu de 2022, et je parlerai aussi de la technique qui, dans la saga Sonic, a été remise au goût du jour. On attendra les tests. Et ben, d'ailleurs, les tests sont Ça y est, sortis. ça y est, les ils tests sont sont sortis. sortis. Ils sont sortis pour se faire un avis ou même y jouer. Comme le disait très bien TPK, il paraît que les fans de Sonic sont apparemment dangereux. Donc je pense que le jeu marchera peut-être quoi qu'il arrive. Nous verrons, parce qu'il y a l'air de rien une certaine hype de la part de la communauté. J'ai envie de le faire. Je ne suis pas spécialiste en Sonic. Pas du tout. J'ai fait un ou deux Sonic en 2D il y a très longtemps. Mais là, j'ai envie de tenter l'expérience parce que je suis curieux de voir ce qu'ils veulent faire. Alors, je ne sais pas si ça va déchirer, hein, je ne sais pas. On y jouera juste après dans Full Screen, justement. On va découvrir un peu le jeu. Mais voilà, en tout cas, ça sort aujourd'hui. Donc, l'air de rien, ça reste une grosse sortie et à surveiller. Il y a toujours beaucoup de fans de Sonic. On attend toujours le test sur JV, qui n'est toujours pas sorti. Il arrive aujourd'hui. Ok, d'accord. Il arrive On a eu le test aujourd'hui, sur GK 15. qui a mis 6, c'est Pouillot qui l'a testé. Écoute, c'est pas si mal pour GK. Il a dit Franchement, globalement c'est de la merde, mais Ouais. c'est un plaisir coupable. J'aime quand même bien jouer. C'est le Xoge qui est cool à faire. C'est plus que Uplectel, quand même. Donc, Ah oui, bon, bah, ça n'oublions pas. m'étonne pas. Ouais, Ouais, mais j'ai l'impression que Sonic, il a vraiment sa force parce qu'il est Sonic en fait. Sonic. Et même là, en retour de PG, combien de gens j'ai vu avec des énormes peluches Sonic et tout. Tu vois, j'ai dit, regarde, il a encore la cote. Il est là, En vrai, quoi. il a encore la cote. Il est toujours là, que ça vous parle ou que ça ne me parle pas. C'est ça. Moi, perso, La ça me marque parle est forte, pas du quoi. tout. La marque Ouais, est forte. la marque reste forte. Toujours très forte. Et c'est là où du coup, tu te dis, finalement, que le jeu soit bon, très bon, mauvais, et qu'il devienne meilleur, par exemple, par la suite, via des DLC ou des Mhm. mises à jour, je pense qu'il arrivera à se porter. Bah écoute, C'est surprenant, mais tant mieux. c'est tout le mal que je leur souhaite. Après, on verra. On verra surtout ce que ça donne et si c'est finalement un jeu de 2022 ou encore une fois un jeu un peu en retard 3D. Donc, nous verrons. J'enchaîne avec une autre sortie aujourd'hui. C'est Football Manager 2023. Eh bah oui, parce que l'air de rien, cette Ah saga, ouais. elle cartonne. Ah, de fou. Hein, Et il un faut autre pas, jeu, faut pas un autre- l'estimer. Hein. Un autre jeu Sega alors C'est ouais, grave. Et un jeu exactement. Sega qui a Toujours. traversé le temps parce que les deux étaient présents en même période en plus de ça. Et c'est le 18e jeu de la franchise. Donc, Football Manager 2023, c'est à chaque fois un banger. Je rappelle le concept, c'est une simulation. On est à la tête d'un club de football et donc on gère son équipe et on gère tout. On gère les transactions, c'est-à-dire les achats et la vente de joueurs, mais aussi les stratégies de jeu directement sur le terrain. Tu as vraiment un aspect poussé. Il y a eu pas mal de mécaniques qui ont été retravaillées, notamment l'intelligence artificielle des entraîneurs, les prises de décision des adversaires. Il y a eu de nouvelles animations. Bon, voilà, la soupe habituelle en soi pour un jeu annuel. Et on a notamment une version PC. On a aussi une version console avec un gameplay, une interface qui s'adapte donc aux consoles. Et d'ailleurs, pour la première fois, le jeu arrive sur PlayStation 5. Alors apparemment, pas aujourd'hui, parce qu'il y a des petits problèmes de PEGI. Voilà. Bon, mais il sortira dans quelques jours sur PS5. Sinon, il est aussi dispo sur Xbox. Et on a enfin aussi la mobile édition, encore une fois, avec une interface, un gameplay qui s'adapte. Donc c'est vraiment un jeu multi-support. Et à surveiller vraiment, parce que si vous aimez les simulations vraiment pointues, alors attention, je pense que ça peut donner un peu mal au crâne. Hein. Tu plonges dans des tableaux. Ah, c'est Ah, complètement aujourd'hui, c'est ouais. Excel style, quoi. Voilà, Mais, c'est pas un jeu, c'est un jeu de foot, mais pas- c'est le RTS des Oh. footeux, quoi. Ouais, c'est ça. et en vrai, c'est vraiment ça. c'est réellement ça. C'est le vrai RTS. Ouais. Il y en a plein. Moi, je sais que Joël, il va Ouais. très très certainement retourner là-dessus. Il y a beaucoup de joueurs. Alors moi j'ai une question. Est-ce que c'est possible de mettre à jour ta précédente version vers la version 2023
2023 ou est-ce qu'il faut Sans- passer à la version 2023 en l'achetant tel un FIFA? Je crois que tu peux mettre à jour. Ouais, il me Ah semblait. ouais Il me Moi, semble je que me tu peux mettre à jour. semblait. Alors, je demande au Non. chat, aux fans de justement de Football Manager, Il me si semble avoir vous vu ça avez sur la cette réponse. page Steam. Sinon, en Mais tout cas, non, c'est un truc de fou s'ils ont le fait ça, jeu par contre. coûte 59,99 €. Alors, à voir en D'accord. fonction des plateformes sur PC, en tout cas, Si c'était la le cas. 59, je me demande si tu peux mettre à jour le jeu. Ça me S'ils paraît- ont fait ça, c'est une vraie dinguerie. paraît Pour très moi, il fallait étonnant, quand l'acheter même, tel un. Bah, au pire, je ne sais pas. Mais Non, mais c'est dans Sinon, le il y a Game écrit Pass. avec Et Game c'est Pass, pour- exactement. Donc, Mm. s'il est dans le Game Pass. C'est dans le Game Pass en plus de ça. D'accord. Donc, c'est aussi quand même un avantage non négligeable d'avoir également ça dans le Game Pass. Putain, il est dans le Game pour- Pass Football Manager, mais c'est Il trop est fort. également sur iPad. Je dis ça parce qu'il était absent depuis 1 an. Donc, si jamais vous avez un iPad et que vous êtes coutumier du genre, vous pouvez faire Football Manager 2023. Grosse sortie, quoi Let's qu'on en go. pense. Demain, voilà, peut-être le GOTY, peut-être pas. En tout cas, celui qui va concurrencer l'autre potentiel GOTY Elden Ring, c'est l'arrivée de God of War, Ragnarok. Le DLC ouais. du jeu de 2018, comme dirait Ken. Non, il a pas dit Je ça. te laisse prononcer ces mots. T'as dit Non, ça j'ai pas dit ça. Non, il a jamais dit Oh. ça. Il a jamais J'ai dit regardé ça. le jeu et je sais même pas, je sais jamais si on est dans le 1 ou dans le 2 quand on me montre des images, donc c'est difficile. En même temps. Vous me l'accorderez quand même. C'est culotté C'est de dire ça pour compliqué. un joueur de Pokémon. Hein. Hein Autant pour- Ah Oh. Et les jeux de Pokémon sont tellement moches que dès qu'il y a une petite évolution physique, tu vois. Le problème de God of War, c'est qu'il est déjà tellement beau à la base Ouais. que tu montres God of C'est- War c'est dur. 2, Retombe sur tes pattes. t'as l'impression que c'est le 1. Non, mais Bon, c'est regarde un après, compliment. ça se voit. Voilà. en Quand plus, il y a un et en ado, plus, c'est ce qui le ne 2. vient pas t'aider, c'est que comme c'est la suite directe, c'est-à-dire en termes de temporalité, on bouge pas, t'as pas justement un détail, un élément physique qui permettrait de te dire là je suis sur la suite ou pas. Bah, si, il y a Atreus quand même. Enfin, il y a le gamin. Ah, Ouais, Oui, il est là en plus 2018. grand. Il a l'air Oui, vraiment mais plus grand. là. il a l'air beaucoup plus grand dans la suite qu'il ne. Il est qu'il ne l'est. adolescent, d'accord. sa voix a mué, mais Ouais. attention, il a fait Ouais. la Paris Games Week. Mais non, mais attendez. Ah, mais non. Parlons quand même de God of War Ragnarok. Je veux dire, c'est un événement. C'est évidemment un événement. Boum boum. Parce que le jeu de 2018 était une formidable évolution de la saga, De ouf. attendue et très très réussie. Et donc on a enfin la suite. Donc c'est le deuxième jeu de la franchise dans la mythologie nordique. Et c'est aussi, ce n'est pas un spoil ou quoi, ça a été annoncé il y a longtemps, hein, là, apparemment le dernier jeu dans la Apparemment. mythologie nordique. Ouais, apparemment. Donc après, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Voilà, je ne me suis pas fait spoiler, fort heureusement d'ailleurs. Mais voilà, donc la suite des aventures de Kratos et son fiston Atreus. Donc, parmi les méchants, eh bien, j'imagine pléthore de dieux nordiques, notamment Thor. Hein. Je pense qu'il va se fighter Oui, avec oui. Thor. On l'a vu dans la bande-annonce. Et je sais que Odin sera Oui. aussi là. Alors, est-ce qu'il ira se taper aussi contre Odin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis super chaud parce que God of War, c'est quand même une saga qui est présente depuis 2005 et qui a su évoluer au fur et à mesure et à se réinventer au moment où il le fallait et qui le fait en plus très 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 bien. Donc ça sort demain sur PlayStation 5 et PlayStation 4 et c'est vraiment une sortie événement. Au niveau de Metacritic, c'est intéressant de jeter un coup d'œil. Il était, quand j'ai écrit ce- 94, non? il Ouais. était à 94. Et Elden Ring, toute plateforme cumulée, était à 95. Donc c'est des notes peut-être qui ont changé avec l'arrivée de nouveaux tests pour God of War, tu vois. Mais les deux se tirent à la bourre, hein, très très clairement en termes de jeu le mieux noté de l'année. Les deux sont en face-to-face et forcément ça va être le bras de fer pour les Game Awards en décembre. Clairement. Voilà. Je ne sais Toujours à pas. 94 actuellement. Toujours à 94, bon, Ouais. il y a peu de chances que ça bouge. C'était 94 pour genre 120 critiques recensées, C'est déjà ça. pas mal, donc c'est On pas a une critique de 134, plus qui va... Pas bouger. Et si je ne m'abuse, c'est le même score que la version 2018. en Ah fait. Ouais. Oui, possible. exactement. C'est. Qui avait été élu Tu n'abuses Gauthier, pas, d'ailleurs. c'est tout à fait ça. Qui avait été élu Gauthier. Gauthier 2018. ouais. Est-ce effectivement. que Last of Us Part 2 avait eu le droit au GOTY? Partout. Non. Ah C'était là 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 là. It Takes Two, non? C'était It Takes C'était It Takes Two, c'était l'année 2020. Ah ouais. C'est ça, ouais. Donc il avait remporté plein d'autres prix, mais. Il y a déjà des jeux. Il a eu le prix de Est-ce qu'il y a- l'accessibilité, de l'écriture, meilleur jeu. Ouais. Laura Abby, du coup, avait Meilleure bande-son, j'imagine. meilleur Mm. enfin, Il y a incarnation. déjà des jeux et leurs suites qui ont eu le droit au GOTY. C'est une vraie question. Ah là là, comme ça. de mais en même temps, mémoire. elle est debout depuis combien de temps la compétition des Game Awards aussi Ça Non. fait 10 ans, Ouais. un truc comme ça. Donc là, j'avoue que je Une pense. suite qui a eu le Je Gauthier. suis pas sûr, hein, mais le chat saura parce qu'il est omniscient de toute façon. Donc, mais ah non, je pense pas. Hein. J'ai rien qui me vient là comme Bon. ça en tête. Ah pour non, le non, coup. J'avoue 2021, non, c'est ça. The Last of Us Part 1 et The Last of Us Part 2. GOTY. Ah, il avait volé le GOTY Animal Crossing. Non, il l'a pas volé, je pense. Ces escrocs.
Et, Attends, c'était 2020 du coup. Ouais, 2020, ouais. Oui. Tous deux, c'est Gotti 2020. Oui, parce que oui, je on me va dis bien 2021, c'est It C'est Takes Takes Two. Two. Ouais, mais on est Mais c'est perdu vrai dans que les gens Covid, vérifient non, bien. mais c'était en plein Merci Covid, Max, beaucoup. on C'est a complètement oublié. trou c'est le trou noir. Je coupe une année de ma vie en fait. Ah, mais Genre, ouais, mais j'oublie que cette année a existé. Je suis Je m'étonne. Mais effectivement, il l'a eu parce qu'il a eu tellement de prix, il a pas eu. Il a raflé pendant toutes les c'est cérémonies, ça. il prenait 4-5 prix à chaque fois. Ouais. Et en vrai, quel Mais jeu. en je dois dehors bien de avouer. ça, Bon. Est-ce qu'il y a une suite qui a déjà eu un GOTY? Ça me revient pas du tout. Je on a dis, ça. The Last of Us, s'ils refont la même chose avec God of War, à un moment, ça a commencé à se voir que Sony achète. Nous Ils verrons achètent bien. Geoff? On verra. Bah, après, attends, tu peux dire la même chose pour. Je veux dire, Quoi Sekiro a été élu jeu de l'année également. Bon, bah, même si c'est une nouvelle franchise, en vrai, la franchise, est-ce que c'est pas From Software au final, quoi, tu vois C'est vrai. C'est- C'est vrai, c'est on vrai. peut considérer ça. Mais je pense que les deux. Soit c'est un From, soit c'est un Kojima, soit c'est un jeu PlayStation. Sinon, tu peux pas être Gotti, quoi. Ah si, ils t'ont donné It Takes Two pour faire plaisir à Joseph, histoire Voilà. qu'il arrête de une troller année, l'événement. une année de transition. Allez, c'est bon. Non, Let's go Mérité également It Takes Two, mais bon, c'est Je un autre rigole, débat. exactement. Oui, je sais qu'il faut accélérer, Paul, on accélère. C'est parti. Ok, j'accélère. Eh bien, vendredi, nous avons un genre de jeu auquel, alors là, je suis allergique, mais peut-être pas certain autour de cette table. Moi, c'est je suis gavé Tactics chaud. Ogre Reborn. Tactics Ah ouais Ogre. Eh bien, écoute, Respect. Tactics Moi, j'ai Ogre. dit Tactics connais Ogre. tu connais bien Parce que Je c'est quand même- connais de c'est que- réputation, D'accord. c'est un des tactical RPG les plus cultes, effectivement, qui avait eu le droit, qui était sorti à l'origine sur PS5, si je ne m'abuse, et qui avait eu le droit à Let Us Cling Together sur PSP, un petit remaster. C'est même pire Ça- que ça. Il me semble qu'il est sorti sur Super Famicom. 93. Ouais, remaster Ah. sur PlayStation 1, portage sur Ah, PSP, oui, voilà, et c'est ça, ça. c'est le remake. Et en fait, ça vient de la saga Ogre Battle aussi. Exactement. Voilà, qui a débuté en toujours le même jeu. 1993. Oh, Ici, Pardon. ouais, Je crois qu'il. Ah non, il est plus. Non, pardon, j'allais dire une bêtise. Parmi Il a le les même âge que tacticals les les plus frères, révérés. mais non. hein. Ouais. Et là, en tout cas, c'est un remaster du jeu qui était sorti en 2010, donc avec pas mal d'améliorations graphiques, des améliorations sonores, une nouvelle vision apparemment du game design, enfin une traduction en français, et ça c'est important, et donc on Ça, est c'est plongé, ouf, ouais. oui quand même, et on est donc plongé dans un monde médiéval fantastique avec cette vue isométrique, enfin c'est un tactical RPG pure souche, hein, donc voilà, je veux dire si tu peux pas tomber Si dessus t'as par pas le hasard, genre, quoi. tu joues pas. hein, Ça risque d'être c'est compliqué. la base. Ça va être Les compliqué. amateurs apprécieront, tu vois. C'est comme Football Manager quelque part. Oui, Les voilà. amateurs apprécieront. tu vois. C'est vraiment ça, mais l'air de rien, c'est quand même une saga importante. Ça coûte 49,99€ et ça sort sur PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch. Donc voilà, vous avez de quoi faire cette semaine avant d'entamer la prochaine. Et du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. J'ai hâte de savoir ce que les fans en pensent parce que il n'y a pas l'air d'avoir eu beaucoup d'efforts. De fait, je trouve ils Sur, auraient pu quand même faire une suite. Le Tactical RPG là ouais, On certainement. enchaîne avec les séries. Enchaîne avec les films. Le film, et puis après les séries. Mercredi au cinéma, Black Panther, Wakanda Forever. Voilà, le jeu Marvel. Peut-être qu'on retournera au cinéma du coup. est pas sorti, C'est une bonne question. Est-ce que je vais aller voir Black Panther? Bah Moi, ouais, moi en vrai j'ai envie. Moi aussi, j'ai Étant envie de donné le voir, que- mais je sais pas si j'ai envie de le voir au cinéma. Dans 3 mois, elle est sur pourquoi Disney+. Ouais. Ouais, Voilà. 3 mois. Voilà. Bah, On allez-y, est allez-y, bien à la maison, franchement, il fait froid. Ah ouais, mais le cinéma, Je peux manger une raclette en regardant Wakanda, quoi. J'ai envie. Trouve meilleur argument, on t'attend. J'ai envie de C'est voir le fini. film, mais 13,50 €. Hein. C'est le prix de la place. C'est- ça pique. Ok, bon, peut-être qu'il vaut mieux les donner à des entreprises qui n'ont Tu sais, pas il y en a, besoin d'argent dans ce Il y cas. en a, ils mangent avec la bouche ouverte et tout, là, au Ouais, ça, ciné, ce genre de truc. Enfin, Ouais, bah, il y a des gens qui mangent même tout court. Bah, c'est le cinéma, il y a des risques quand tu vas au cinéma. En tout cas, Black Panther. Black Panther n'est Wakanda plus, Forever. on est passé au Panda. Voilà. Wakanda Forever, un film l'air de rien avec pas mal d'enjeux parce que avec le décès de Chadwick Boseman durant la concoction du deuxième film, ça a tout changé hein, pour Disney, pour les scénaristes. Donc c'est quand même un casse-tête parce que tu dois faire un film qui doit faire hommage à l'acteur qui n'est plus là et en même temps tu dois lui trouver un héritier quoi, pour l'héritier du costume, et en même temps tu dois faire un film qui marche bien parce que Disney met la pression. Enfin, tu vois, il faut pas tomber dans la facilité de l'hommage émouvant et tire-larme, et en même temps faire quelque chose qui assure le futur du MCU. Donc il y a des enjeux. ouais.
Bah non, mais en vrai, moi je trouve que le film m'intéresse pour ça. Tu dis comment tu fais un film avec Black Panther sans Black Panther. Moi, je suis d'accord. Je suis très intéressé par le film. J'ai vraiment envie de le voir. Ouais. Je J'ai pense envie. pas que j'irai au cinéma. J'ai plus envie que le premier que j'avais trouvé cool, mais que je n'avais pas trouvé incroyable non plus. Mais là, j'aime bien les enjeux en fait. Il y a tant scénaristiquement que vraiment au sein de chez Marvel. Du coup, le grand méchant a priori c'est Namor et avec un acteur mexicain qui l'incarne. Et j'aime bien parce que apparemment il est vénère. Il est vraiment vénère, mais quand tu le vois, il a quand même une certaine classe, quoi. Tu vois, c'est pas un méchant charismatique. très stéréotypé. Non, il est. Donc Namor, c'est un personnage culte des comics qui à la base était un méchant dans les comics, j'entends, et après qui est devenu gentil, qui est même devenu la femme de l'homme de la femme invisible, je crois. Il sortait avec des 4 fantastiques. Bon, bref, ça c'est dans les comics, vous savez. Black Panther, Wakanda Forever, c'est mercredi au cinéma. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est grosse sortie quand même. Moi, c'est une grosse sortie, très clairement. J'enchaînerai aussi avec au Cinoche, toujours mercredi, Couleur de l'incendie, plongé du coup dans les années 20 de ce polar adapté du livre éponyme Couleur de l'incendie. C'est un film français qui est réalisé par Clovis Cornillac, qui joue aussi dedans. Et non, et si, c'est incroyable. Et du coup, on rigole pas là. Et du coup, c'est pas tant une comédie que ça. Bah non, pas du tout, même. Pas du tout. Apparemment. Non, pas du tout. Ça se passe donc en 1927 et c'est l'histoire de Madeleine qui hérite de l'empire financier de son père. Et le problème, c'est que à cette époque-là, les femmes à la tête d'un empire financier comme celui-ci, d'une grosse entreprise, sont un peu concurrencées par les hommes, on va dire. Et du coup, elle est clairement dégoûtée de toute la corruption et justement du milieu dominé par la gente masculine. Et du coup, en fait, même son fils lui dérobe à tout l'empire dont elle a hérité. Enfin, voilà. Du coup, elle part un peu en vengeance et elle va bouger les pions au moment où il le faut et essayer de regrimper la colline. Bon, en vrai, moi j'aime bien les films d'époque. Voilà. Moi, c'est une période que j'adore. J'adore ça. Et puis tu as aussi cet enjeu d'avoir la Seconde Guerre mondiale qui arrive. Et du coup, elle assiste un peu à tout ça, à toute la mise en place de la guerre qui va exploser. Donc ouais, moi ça m'intéresse. Moi j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps sur Netflix À l'Ouest, rien de nouveau là. J'en ai déjà parlé. Je l'ai pas regardé encore. Il est bien vénère. Donc c'est un film sur la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, adapté du livre culte. Voilà, jetez-y un œil si vous aimez bien la période, mais je vous préviens, vous n'allez pas dormir. C'est vraiment, j'ai rien vu de plus badant que ça. Mais voilà. Terrible. Armageddon Time, mercredi au cinéma, c'est le nouveau film de James Gray, qui n'est pas n'importe qui dans le paysage cinématographique, parce qu'il a fait pas mal de films comme Little Odessa, il a fait La Nuit nous appartient, The Lost City of Z, ou encore Ad Astra avec Brad Pitt. C'est un film, Armageddon Time, cette fois-ci beaucoup plus personnel. Ça raconte, déjà, gros casting, on a Anna Hathaway, on a Anthony Hopkins. Ah ouais. Ouais. Et ça va. Ah oui, ça envoie du bois. Oui, non, mais c'est clairement, tu vois. Et le héros, par contre, est un adolescent. Et c'est l'histoire de ce jeune petit gars qui, tout simplement, découvre un peu la vie et découvre, du coup, toutes les inégalités sociales qu'il y a aux États-Unis et les écarts entre certaines classes et sociétés. Et du coup, il ne sait pas trop où aller et quel homme devenir. Et voilà, c'est un film, je te dis, assez personnel. Trop cool. Mais trop cool. Et je vous conseille vraiment aussi d'aller regarder la bande-son. Plutôt le trailer, parce que la bande-son aussi est géniale. Et ça annonce vraiment un film puissant, émotionnel et tout. Et le mec est quand même un habitué des gros films, histoire sombre. Et là, il livre quelque chose d'un peu plus intimiste, je pense. Voilà, donc c'est mercredi au cinéma. Tu vois, quitte à dépenser 14,50 €, peut-être le faire pour des films comme ça. Ouais. Peut-être. Moi, je suis plus de ce type. Voilà. Donc vous savez. Je vais faire donner 20 € à un indé. Je le fais quand ils sortent sur Apple TV. Ouais, sur Apple TV. Ouais, je les achète. Il paraît que c'est très quali Apple TV. Ouais, franchement, il y a des séries et tout, elles sont exceptionnelles. Il n'y avait pas beaucoup, mais c'est quali. Ouais, non, mais surtout, tu peux acheter des films en dur aussi. Direct. D'accord. D'accord. Et la qualité du film que tu achètes est bonne. Okay. Bon, on a 6 minutes de retard, donc faut speedrun, malheureusement. C'est parti aussi. Jeudi sur Netflix, un dernier film de la semaine, c'est Balle perdue 2. Balle perdue 2. Et ouais. Une seule ne suffisait pas. C'est un film d'action survolté et français, en exclu Netflix, avec Alban Lenoir qui est dans le rôle titre, celui d'un policier méga vénère après la mort de son frère. Donc comme il est méga vénère et qu'on est dans un film d'action survolté, il fait quoi ? Il casse des gueules. Allez. Mais aussi avec sa voiture. Et pour ça, il customise sa voiture avec un pare-choc électrique. Eh oui. Donc, en vrai, ça me fait rire. J'ai l'impression d'avoir un Jason Statham français. Oui,
La bande-annonce donne le ton, hein. C'est un truc assez débridé, mais avec des scènes d'action qui arrachent, avec des gros carambolages. Donc on est sur une histoire, une traque policière, mais avec du crime organisé. Et pourquoi pas, je me dis qu'à mon avis, ça va pas être un film supra-intelligent, mais si les scènes d'action sont bien faites comme veut le genre, après tout, bah, ça peut le faire. Un film popcorn, là, tu t'achètes du popcorn, une raclette, ce que vous voulez, vous mettez le fromage à raclette dans le popcorn, j'en sais rien, et vous regardez ce truc-là qui tabasse. Voilà. C'est à savoir qu'il sort 2 ans seulement après Balle perdue 1, donc c'est quand même un rythme de production assez vénère. Mais on connaît Netflix, hein, quand ils veulent balancer la sauce, ils le font. Voilà, et pour les séries, eh bien, je vous donne rendez-vous demain sur Disney+, avec Zootopie Plus. Et ouais. C'est marrant, en fait, comme concept, c'est pas une suite de Zootopie. Non. Zootopie, d'ailleurs, rappelons-le, c'est donc un film d'animation génial. Hein. Il a même eu l'Oscar du meilleur film d'animation. L'un de mes favoris de ces dernières années. Cool. C'était en 2014, je crois. Donc, Il y a Shakira, vraiment, c'est très très cool. Donc, ça se passe du coup dans le même. Il y avait qui, Shakira, t'as dit ? Il y a Shakira dedans. Il y a Shakira dedans. C'est tout à fait vrai. Dit ça dans le plus grand des calmes. Ouais. En plus, il y a Shakira dedans. Moi, je fais ma chronique, j'entends il y a Shakira. Ouais, À moi quel aussi, moment j'ai elle fait regardé. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est genre, Ça c'est doit une être une girafe panthère. qui chante en plus, je Ça crois, doit être ou un une truc panthère, comme c'est ça. la gazelle. C'est la Une gazelle. Gazelle. C'est la gazelle. Ok, d'accord. Zootopie Plus, du coup, c'est une série de 6 épisodes de 10 minutes. Alors, c'est vraiment très court, mais c'est des anthologies. Et en gros, ça se veut des parodies de plein de trucs. Par exemple, tu as une parodie du Parrain, du film Le Parrain, tu as une Ok. parodie d'une comédie musicale, tu as une parodie d'un télécrochet. Et donc, tu reprends des personnages issus du film d'animation de base, tu prends d'autres personnages dans le même univers et tu fais un espèce de melting pot qui va parodier plein de trucs de projets de notre société. Et puis voilà, puis je pense C'est que ça va être rigolo, un truc... ça me donne envie d'aller regarder. Mais oui, puis Curieux. attends, 6 épisodes de 10 minutes, ça va pas prendre ouais, beaucoup de c'est temps. Curieux, je suis curieux. Donc voilà, moi j'ai envie qu'on aille, qu'on creuse un petit peu cet univers, c'est sympa. Et je terminerai avec très 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 gros coup de cœur, hein, ce qui s'appelle La Servante écarlate. Demain, on aura le dernier épisode de la saison 5. Donc j'en profite du coup pour vous dire que la saison 5 est entière et que vous pouvez vous jeter dessus si ce n'est pas encore fait. Moi j'ai commencé hier, c'est sur OCS, donc il y a un abonnement à part, mais vous pouvez souscrire un abonnement supplémentaire via Prime Video si vous voulez. La Servante écarlate, c'est une des meilleures séries que j'ai pu voir, et j'en ai vu quand même quelques-unes maintenant. Très très grosse surprise. C'est adapté d'un livre aussi, qui a eu beaucoup de succès, et ça se passe dans la République de Gilead, anciennement les États-Unis, qui est en fait une espèce d'énorme dictature, où le patriarcat est total, où les femmes sont réduites à l'état d'esclavage. Donc, tu as celles qui font la cuisine, tu as celles qui sont là uniquement pour être enfantées, et les autres qui partent au goulag, en gros. Et pourquoi ? Parce que ça se passe dans un futur proche où les femmes n'arrivent plus à enfanter, justement. Il y a c'est un peu en mode les fils de l'homme. Et du coup, tu as une bande de barjots qui arrive à prendre le pouvoir et à faire un coup d'État et à imposer cette dictature-là et à récupérer les femmes qui sont fertiles pour en faire des objets. Enfin bref, et du coup, tu suis l'histoire d'une nana qui est emprisonnée là-dedans. Mais au début, tu ne sais rien de tout ça. Donc, tu sais pas trop aller dans un... Tu vois juste qu'elle est enfermée dans un truc, mais Voilà. tu comprends pas vraiment la situation. Et donc, tu apprends au fur et à mesure des saisons. Je vous invite à regarder comment tout ça s'est mis en place, parce que le monde à côté, il continue d'avancer, de bouger, tu vois. Donc, tu as vraiment des enjeux géopolitiques. Et ce contexte est assez fascinant. C'est hyper. Il y a vraiment un mystère autour de comment on en est arrivé là, tu vois. Et en plus de ça, il y a vraiment un sens de l'imagerie qui est sensationnel, de la musique, de la photographie, qui font que j'ai pu assister à certaines des scènes les plus belles que j'ai pu voir dans une série, autant que Peaky Blinders ou des trucs comme ça. Tu vois, il y a vraiment un sens de l'image. C'est assez effroyable, mais en même temps, t'en prends plein la gueule. Et le jeu d'acteur brillant. Enfin, vraiment, j'ai pas grand-chose à redire sur La Servante écarlate. Donc la saison 5 s'achève demain. C'est la dernière saison. Foncez, je ne peux vraiment que vous le conseiller. Merci beaucoup Max. Voici pour le résumé de toutes les sorties. On a 20 minutes pour le reste de l'actualité. C'est parti, c'est l'heure de la Select. Ah ouais. Ça va doser, d'accord. Ça va doser la Select du jour. Lox, avec un petit résumé déjà. Oui, on revient un petit peu avec des bonnes nouvelles, avec des retours, hein, pas comme Westworld qui ne reviendra pas. Mais 28 mois plus tard, aura le droit à un retour en film, hein, bien sûr, et toujours surtout réalisé par le grand Danny Boyle. Je pense qu'on en attendait pas moins. Voilà, on a pu faire le tour concernant nos attentes. Est-ce qu'au finalement, on n'a pas trop attendu ? Est-ce qu'on peut faire un véritable retour et être célébré comme le retour d'un roi ? Bah écoutez, on verra ça avec le temps. On est revenu aussi du
du côté de chez Xbox qui a décidé, et pardonnez ma voix, voilà, ça c'était cadeau, qui a décidé de se lancer, en tout cas s'orienter et être un petit peu plus sensible à l'écologie. Savez-vous combien vous consommez lorsque vous utilisez, lorsque vous allumez votre console, que ce soit 2 heures, 3 heures ou plus par jour? Eh bien écoutez, Xbox nous a délivré un tableau pour nous faire part un petit peu de toutes ces données. Et on a terminé avec une actu qui a fait plaisir peut-être à certaines personnes de ce plateau pendant qu'elles lisent. T'es en train de lire vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du Kinder? Tu peux pas savoir, c'est une surprise. Oui, c'est exactement ça, j'essaie de savoir. Mais continue, ne t'occupe pas de moi. C'est marqué juste en dessous, le truc n'a aucun sens. Voilà, on a fait le point sur Nintendo et ses résultats. Alors vous vous en doutez, non, les résultats ne sont pas surprenants. Oui, Nintendo cartonne. Oui, Nintendo n'a jamais autant vendu de consoles à un chiffre et à un bénéfice absolument mirobolant avec quand même une augmentation de 34%. On a fait le tour de tout ça. Et maintenant, on va passer à la Select. On va rester avec, bien sûr, des records. Avec un très beau record aujourd'hui puisque Magnifique record. Oui, Modern Warfare 2, Ah oui. oui, MW2 vient de battre un record, a couché d'ailleurs l'un de mes codes préférés, Black Ops 2, on le rappelle, qui lui est sorti en 2012 et a réussi quand même à engrainer plus d'1 milliard à l'époque. Mais ça, c'était en 15 jours. Eh bien, ça y est, MW2 version 2022 vient de réitérer cet exploit, mais là seulement en 10 jours. Voilà. Et bravo à lui, puisque en fait, il s'octroie pas mal de records grâce à ça. À la fois, bien écoutez, le code le plus vendu de l'histoire de la franchise, littéralement. Le produit de divertissement le plus rentable de 2022. Et quand on dit ça, on parle bien évidemment du cinéma, du jeu vidéo, enfin vraiment tout type de produit de divertissement compris. Niveau fréquentation, là aussi, on est pas mal, 200 millions d'heures et plus d'1 milliard de matchs sur les plateformes, à la fois PlayStation, Xbox, mais aussi PC. 800 millions, pareil, de dollars en seulement 3 jours. Et donc, on dépasse le milliard en 10 jours. Voilà, Code okay. plus fort que jamais. Écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter à ça. C'est impressionnant, ouais. C'est l'aura de Modern Warfare. Pardon, vas-y. On peut relancer le débat sur le prix des jeux, alors parce que les jeux ont pris 10 balles, c'est juste pour qu'ils en rapportent beaucoup plus qu'avant. Parce que visiblement, c'est pas du tout pour compenser. Non, je pense c'est que c'est complètement pour apporter plus. Donc en gros, les joueurs se font littéralement fumer, tout va bien. Mais je pense qu'ils sont ok avec ça, les joueurs tous les joueurs de Call of Duty, t'inquiète pas. Enfin, je veux dire, c'est pas... Comme on le dit si bien, je pense que la majorité sont pas forcément des gros joueurs ou des gros gamers, mais des joueurs du dimanche. Et pour eux, dépenser 70 ou 80 euros par an, et c'est tout, je pense qu'ils s'en tapent le coquillard. Donc ils y vont, ils achètent, et puis voilà. En plus, à vérifier, mais je crois que le pack PS5 plus PS4, il coûte peut-être même encore plus cher, tu vois. Donc t'as plein de bises qui est fait par Activision, mais peu importe, non. En tout cas, moi j'ai fait Modern Warfare 2, je l'ai platiné. Et j'ai quand même trouvé la campagne pas si ouf que ce que je pensais. Voilà. C'est la plus grosse critique que j'entends sur Code, ouais, effectivement. Dommage. La campagne pas ouf. Ouais. Alors, je vais pas vous mentir, je pense ne pas la faire. Oh, mais non, il faut la faire. Il faut. Mais j'ai plus envie. Mais pourquoi ? Et il y a des choses, en fait, j'ai envie de l'aimer et j'ai peur de faire la campagne, de pas apprécier des choses et du coup ne plus jouer au multi parce que je suis saoulée. Du coup, je veux rester sur mon multi et être de ces joueurs qui jouent que pour le multi, t'as vu ? Voilà. Bon, allez, on va continuer parce qu'on n'a pas énormément de temps non plus. On va partir du côté de chez Prince of Persia. Vous vous rappelez du remake ? Vraiment, le jeu ? Je vous en donne des nouvelles parce que je sais que tout le monde se le demande en disant mais c'est comment ça ? C'est comme Beyond Good and Evil 2 où on se positionne où, comment ? Alors on vous rappelle, on vous fait le petit historique. Prince of Persia devait revenir avec un beau remake. Problème, c'est qu'il s'est montré avec un trailer et le studio d'Ubisoft, lui, était basé à Mumbai.
Et malheureusement, le trailer n'a pas su convaincre. Hein. Le jeu était moins bien que son précédent volume. Donc forcément, les joueurs ont très très mal réagi. Suite à ça, le jeu, au mois de juin dernier, a été retiré. C'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient déjà fait leur précommande ont été averties d'un possible remboursement, puisqu'on n'avait toujours pas de date de sortie pour ce titre. Surtout qu'on le rappelle, hein, après avoir vu plusieurs projets d'Ubisoft être annulés, des fermetures de serveurs entre autres, on pourrait dire qu'on pouvait se soucier du sort du fameux titre renommé comme étant un remake. Et là c'est bon, Ubisoft a quand même lancé un petit coucou. Je suis toujours là, j'existe, toujours vivant, toujours debout. Le projet du coup a donné de ses nouvelles avec une petite mise en ligne d'une FAQ qui répond vraiment à 2 questions. Hein. Ça, c'est pas énorme, super. Mais c'est juste, non, mais c'est vraiment le coucou, toujours debout. Voilà, il y a vraiment pas de blague là-dessus. Alors, dans un premier temps, non, Prince of Persia, Les Sables du Temps remake n'est pas annulé, c'est officiel, on vous le rassure. Et le développement continue à se poursuivre actuellement. Donc voilà, toujours en cours. Deuxième point, c'est Ubisoft confirme qu'il n'y a actuellement aucun plan concernant un autre remake. C'est vraiment le seul remake autour de Prince of Persia qui est prévu sur des plans sur du long terme. C'est-à-dire vraiment, on sort celui-là. On voit si ça fonctionne ou pas. Et peut-être qu'à l'avenir, on y songera avec une suite, avec autre chose. Oui. Mais là, vraiment, c'est un essai, c'est un test qui, en plus, prend plus de temps que ce que j'imagine avait été envisagé à un moment. C'est déjà le bordel. Donc ouais, c'est ça. Il pensait que ça allait passer au reveal. Puis il allait sortir non, là. Quoi. Ça passe pas. Non, et surtout, tout nouveau studio indien à peine monté, viens, fais-nous le remake d'un des trucs qui est le plus attendu, en fait, depuis des années. T'es pas pété. Ils du support depuis... Ils venaient en renfort sur les jeux et là on leur a donné le projet dès qu'on leur a retiré d'ailleurs on rappelle ils ont récupéré c'est un des studios du Canada, je sais plus si c'est Toronto ou Montréal, mais là c'est Montréal. C'est Montréal, donc c'est le studio qui a fait le jeu de base en fait, je crois. Et donc il y a quand même vraiment une redirection totale du chantier, ce qui prend du temps. Il y a pas photo. C'est le bordel vraiment. T'imagines, tu confies, tu investis, t'es pas content, donc on dit bon bah non, on reprend tout et on retransvase là-bas à l'autre bout de la planète. Et oui. Une galère très clairement. Juste pour vous terminer là-dessus. Toujours pas de date de sortie. Non. Par contre, aussi, pour ceux qui auraient, et ça c'est surtout le principal, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, tous ceux qui ont fait normalement les précommandes ont été remboursés. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il y avait déjà des précos. Mais oui, les gens, ils avaient fait leurs précos et tout. Et au mois de juin, ils ont dit, du coup, on annule les précos. Et les gens, ils étaient en mode, ouais, mais remboursez-nous. Là, ça y est, normalement, officiellement, tous les joueurs Donnez-moi mon argent ont été remboursés. C'est le plus important aussi. On rappelle, le projet du coup est reparti entre les mains donc Ubisoft Montréal. Donc on repart à zéro, reboot. Donc il va arriver dans longtemps puisqu'on refait tout à la base. Par contre, va falloir donc être bien patient parce que on va pas en reparler avant un moment. Donc on le fait aujourd'hui et puis les prochaines fois on en reparlera. Je vais enchaîner sur autre chose qui lui aussi a fait un retour pas du tout fracassant. Là où j'aurais... Extraordinaire. Je dis ça parce que tu sais que j'aime cette licence et que je l'attendais. Fracassé peut-être. Moi j'ai été fracassée en regardant le trailer qui était absolument incroyable. Mais oui, vous le savez, Battlefield 2042 ne s'est pas montré à la hauteur de sa communauté. On s'est éclaté sur Bad Company 2 et pourquoi en 2022 c'est si compliqué ? Je sais pas, mais en tout cas il va bientôt fêter ses 1 an, dans un petit peu moins de 2 semaines quand même. 4 millions de ventes en une semaine. 4 millions. Est-ce que je vous ai pas donné la private joke de ce matin ? Parce que quand je leur ai envoyé le truc de Call of Duty MW2, ils étaient j'avais Paul et Ken contre moi en train de me dire milliard ? Non mais milliard. T'es sûr milliard ? Non mais milliard, tu sais ce que c'est milliard ? Tu sais ce que c'est 1 milliard ? Je l'ai très mal pris. On est à 2 doigts d'un OSS 117 là. J'ai pas mal vécu. Et du coup, là vraiment, 4 millions de ventes en seulement une semaine pour BF 2042. Okay. Et vraiment, problème d'opti, des bugs, le mode 128, 128 joueurs annulés. 128 joueurs qui n'a pas du tout été performant, pas du tout au point, des gros problèmes d'équilibre. Moi, c'est peut-être un peu comme le rap, tu vois, les anciens aiment bien dire c'était mieux avant.
The good old days. Eh bien écoutez, il semblerait que oui, puisque voilà, même avec toutes les modifications, avec la mise à jour 2.2, eh bien sachez que les équipes de DICE, lors du week-end du 27 octobre, on a remarqué que sur les jeux, on était sur du 5935 joueurs, par exemple, sur Battlefield 2042, alors que pendant ce temps-là, sur un jeu sorti en 2016, Battlefield 1, on avait 52 000 joueurs en ligne. 52 000 joueurs. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 10 fois plus de joueurs sur Battlefield 1 que sur Battlefield 2042. Pour vous prendre, hier, on avait donc 53 000 joueurs sur Battlefield 1 et 3 700 sur Battlefield 2042. Ça fait... en vrai, non, en fait, je veux dire, ça fait mal, mais bon... les gens, ils jouent au 1. En même temps, ils tournent sur n'importe quelle machine. Le 1 il est ultra fun, il est ultra modable. Donc, et surtout, il a été offert gratuitement il n'y a pas si longtemps sur les plateformes. Donc, forcément, il y a beaucoup de gens dessus. Franchement, je suis désolée, mais Battlefield 2042 n'a pas d'âme. Les maps, t'y prends aucun. Moi, je suis une vraie. Battlefield, c'est l'un de mes premiers FPS. Je passais ma vie dans un cybercafé. Mes premières LAN, tout. Vraiment, moi, BF, tu me dis BF, normalement, je suis allumée. J'ai vu le trailer, effectivement, comme tout le monde a ces effets de tempête dynamique qui te suivent, qui créent du rythme et tout. J'étais conquise. Je vais pas te mentir, je les rejoins, je préfère jouer à Battlefield 1, je préférerais même encore retourner sur Battlefield VI. Aujourd'hui, c'est amélioré aujourd'hui quand même. Je sais qu'ils ont corrigé pas mal de trucs, ajouté des trucs, ils ont des saisons qui viennent rythmer un peu tout. Je parle pas forcément en connaissance de cause parce que j'y ai pas joué, mais il me semble qu'aujourd'hui ça va mieux qu'au lancement. Comme je te donne les chiffres d'hier, il y avait 3000 joueurs et 53 000 sur Battlefield 1, donc effectivement peut-être... C'est le problème, c'est qu'ils améliorent toujours le jeu trop tard. Oui. Donc les gens abandonnent petit à petit. En fait, les 1 an de la sortie du jeu dans moins de 2 semaines, là, on vient d'avoir le patch 2.2 il y a même pas un mois. Ils sont à la saison 2, je crois, là. Donc, en fait, le truc, c'est qu'avant de lancer des saisons, ils sont obligés d'apporter d'abord des correctifs pour que l'expérience soit stable. Et ça prend un temps infini, ce qui fait que ton système de saisonnier, tu le lances trop tard. Tu vois, il faut d'abord attendre que le jeu soit... Bref, en tout cas, désolé Max. On pourrait parler longtemps de Battlefield, c'est pas le problème, mais malheureusement, on a un timing et on essaye d'aller les respecter, de rattraper tout ça. On va pouvoir enchaîner sur une autre nouvelle. Celle-ci, elle va aller très vite, il n'y a rien à dire, on n'a qu'une annonce, un tweet. Netflix, vous le savez, continue d'adapter des films et des séries tirées de l'univers des jeux vidéo. Et Gears of War va avoir le droit à la fois à un film, mais aussi une série d'animation. Personnellement, on va aller très vite là-dessus. Plus film ou série d'animation? D'animation. Mais non, mais animation. Animation. Au taxe. Film, série d'animation, ou les deux, tu as le droit, c'est vrai, après tout. Aucun des deux, Gears of, j'en ai rien à... Aucun des deux. Ouais, animation aussi. Ouais. Animation aussi. Je pense que il y a quand même des gens qui sont contents dans le chat. Tant mieux. D'autres disent à l'aide aussi. Il y a un peu de tout visiblement. En tout cas, il y a de quoi faire. On n'a rien d'autre que ce qu'on vient de vous révéler actuellement. On en reparlera. Moi aussi, Gears of War. C'est pas ma licence la plus hypante derrière, mais je me dis un petit film d'animation, l'histoire est très très intéressante et même peut-être sous-cotée. Ça peut être bon pour la licence. Après gros biceps tronçonneuse. Voilà, tout simplement quoi. La base. Xbox. Moi, je le vois vraiment comme ça. On va enchaîner avec une autre nouvelle qui ne fait pas plaisir. Bah non, mais c'est dans l'air du temps, oui. Une augmentation pour Disney+. On parlait des séries qui vont arriver. C'est parti. C'est bon. Kinder Surprise et je m'en vais. Non, mais moi, je vous dis, il y a peut-être un monde où on vous fait vraiment une rubrique dans laquelle on vous donne le calendrier des séries, juste pour que vous sachiez quand souscrire, quand vous désabonner, quand ressouscrire, quand vous redésabonner. Comme ça, tous ensemble, nous allons gagner de l'argent et voilà, contrer toute cette industrie qui aujourd'hui nous fait payer de plus en plus cher. Alors oui, encore une hausse du côté de chez Disney, mais je vous rassure, ça restera toujours moins cher que chez Netflix, puisque là, cette fois-ci, alors que l'abonnement ne coûtait que 6,99 € par mois, et bien voilà, le 23 février prochain, on le sait, tous les programmes devraient monter à 8,99 €.
On pourrait se plaindre, mais sachez que chez les Américains, c'est pire. Hein. Ils sont passés de 7,99$ à 10,99$. 25% dans les dents, c'est quand même assez violent, on va pas se mentir. Ouais. On n'a pas trop envie de se le manger, celui-là non plus. Alors, il y avait eu des spéculations qui disaient, alors peut-être que nous aussi, en France, on risquerait de payer 12€ par mois. Toujours moins cher que Netflix. Bon, est-ce que le cumul de toutes les offres se reviennent quand même assez cher? Alors bien sûr, vous le savez, la ristourne, le mastermind, c'est d'aller peut-être souscrire un abonnement annuel qui vous fait donc relativement descendre le prix de revient d'un abonnement sur un mois. Là, il est disponible à 89,90€ sur un an. Voilà, avoir vos moyens, vos portefeuilles et surtout votre consommation des séries que vous attendez. Mais c'est vrai que le cumul de tout ça, ça va revenir à beaucoup. On va enchaîner, encore une fois, je sais, je vous fais tracer, mais on va aller très vite sur un anniversaire, Candy Crush. King, vous connaissez ce big boss suédois, on le rappelle, maison mère en Suède, qui est arrivé et qui a cassé le game des jeux mobiles avec des petites friandises. Et bien voilà, ils ont fêté leurs 10 ans avec un bon fond de polémique qui fait plaisir à nos amis américains, les New-Yorkais tout principalement, puisque voilà, à l'occasion des 10 ans, ils se sont dit, et si on se tapait un énorme spectacle au drone? C'est un peu ce qu'avait voulu faire Riot pour l'opening cérémonie en Chine, pour les Worlds qui ont eu lieu ce week-end, on le rappelle aussi. 500 drones dans le ciel, donc c'était le 3 novembre, et justement un spectacle d'une dizaine de minutes, comme vous voyez, assez artistique. On représente le logo de King, mais aussi les nombreuses confiseries qu'on connaît dans le jeu. Et justement, King a réussi à obtenir tout de même une sacrée dérogation, puisque vous le savez certainement, que ce soit à Paris d'ailleurs ou à New York, les vols en drone sont totalement interdits pour de nombreuses raisons, à commencer pour des problèmes de sécurité. La ville de New York ayant connu un gros accident il y a 11 ans, on le rappelle, a fait que la sécurité est prise très très au sérieux dans le ciel de New York. Mais il y a toujours un prix pour l'outrepasser. Mais bien sûr, l'argent, qu'est-ce que l'argent ne peut pas acheter? Après tout, voilà. Le but, vous vous en doutez, au travers de tout ça, c'était un panneau publicitaire géant. C'est vrai, ils se sont dit transformer le ciel en l'écran le plus grand du monde. Après tout, pourquoi pas? Mais vous vous en doutez, ça n'a pas du tout fait l'unanimité auprès des citoyens qui, nos chers amis new-yorkais se sont exprimés en disant « Scandaleux de gâcher l'horizon de notre ville à des fins privées. C'est offensant pour les New-Yorkais, nos lois locales et la sécurité publique, mais surtout la faune, puisque Central Park, les animaux, le ciel n'est pas un écran. » Le ciel, les oiseaux. Les mouettes qui nous dit nos polos. Les mouettes, fameuse. En tout cas, voilà. Perso, j'adore les spectacles de drones. J'estime que dans une salle, c'est peut-être un peu plus correct ou voilà. C'est pas fou. C'est pas fou. Mais voilà, c'était quand même les 10 ans. On termine avec un autre record. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour le papier. Donne-moi. On s'en prend encore à la nature cette fois-ci, c'est les arbres. Non, je rigole. C'est horrible ce que je dis. Oui. Je me suis dégoûtée par contre, je suis désolée. Mais Third Editions est heureux de célébrer le succès du livre Death Stranding. Puisque Death Stranding, Entre les mondes de Death Stranding, le titre exact du livre, c'est tout de même vendu à 10 millions d'exemplaires, 10 millions de lecteurs pour l'œuvre. C'est plus que Battlefield, les gars. Attends, mais 10 millions d'exemplaires? Oui. Pourquoi tout va? À chaque fois que je dis vous me fatiguez, j'en ai marre. Parce que tu nous sors des 10 millions, tu nous sors des milliards, tu nous sors des chiffres inenvisageables. C'est incroyable ces chiffres. À chaque fois je dis milliards, on me dit t'es sûr? Je dis 10 mais millions. Mais un livre qui fait 10 millions, c'est quand même un truc de ouf. Mais c'est une dinguerie, c'est pour ça que je vous en parle en fait. 10 millions. Ça fait l'actualité. Bah oui. Je le mets dans la select. C'est plus que le jeu. En plus, tu sais quoi? L'illustrateur de cet ouvrage s'appelle Ken Bruno. C'est drôle. Formidable. C'est mon nom de famille plus son pseudo, voilà. Et le vrai nom de famille avec un O. Voilà. 10 millions, mais effectivement, il faut en parler. 10 millions de lecteurs, c'est
énorme, franchement, GG à eux. Et voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les artistes, pour tous les fans, pour tous les lecteurs. Parce que voilà, c'est. Alors en plus, c'est une petite particularité. Pourquoi je parlais d'illustrateur ? Je ne sais pas si on l'a vu, mais la couverture a été faite avec un vernis phosphorescent. Qui fait que quand tu es dans le noir, évidemment, tu vois des petits trucs que tu ne vois pas. Et c'est vendu plus de livres sur Death Stranding que de jeux Death Stranding. C'est quand même. Mais oui. Enfin, je ne sais pas exactement les chiffres de vente, mais il y a moyen. Il a dû être traduit en anglais et commercialisé à l'étranger. Il a été traduit. En tout cas, félicitations parce que. Et ça a été traduit du coup en français par Anthony Fournier. Le livre coûte 24,90 €, donc il est moins cher que le jeu. Mais non, le jeu il a été vendu à plus de 10 millions. Le jeu, c'est 10 millions, justement. On a eu des chiffres de vente ? Ah ouais, il a été vendu un peu plus de 10 millions. Puis il y a eu Director's Cut, il est sorti PC. C'est ça, il y a Director's Cut qui est sorti. Et quel succès. En tout cas, moi, je suis ravie de voir qu'un livre qui revient juste sur un seul jeu vidéo, une IP originale en plus de ça, qui est quand même signé Kojima, qui a un grand nom quand même, qui reste tout de même un grand nom de l'industrie. Moi, je trouve ça, voir que sur n'importe quel support aujourd'hui, le jeu vidéo, que ce soit au cinéma, tape dans les box-office ou que ce soit aussi avec du papier, puisque oui, les gamers, visiblement, savent aussi toucher du papier et tourner des pages. Voilà, GG à tous. Ouais, puis Third Edition, c'est une petite structure française aussi à la base, des mecs passionnés. Je sais que se lancer dans le business du bouquin en 2000, ça date d'il y a quelques années quand même. T'as des mastodontes, t'as des Dark Horse. Ouais. Voilà, et c'est cool de voir que chez tout le monde, on peut aller taper sur du gros chiffre. C'est ça. Exactement, bravo. Et c'est tout pour la select du jour. Ouais, c'est tout. Là, le chat, il balance 18 millions d'infos à la seconde entre ces 10 millions de joueurs. Non, c'est 10 millions de ventes, mais c'est pas le livre fait 10 millions, c'est le jeu. Mais si c'est le livre, non, c'est les joueurs. Oh là, non, mais là, on parle du livre, Third Edition. Franchement, Locke, je dois bien t'avouer un truc, c'est que 10 millions de ventes pour un livre, moi, ça me paraît pas possible. De lecteur. Mais ça veut dire C'est-à-dire que le livre, tu peux l'acheter en digital. Ouais, j'avoue. Alors, la source, c'est l'éditeur lui-même. Ouais, j'avoue. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à me dire. J'avoue. J'ai repris ça sur un journal média, un peu, voilà. Mais la même, j'étais en mode, pardon. C'est un truc. C'est incroyable. Et puis sur un zéro en plus. Ça fait 1 million en fait. En plus, ils l'ont remis, ils ont fait vraiment la page sur le blog Third Editions en vrai. Leurs réseaux sociaux ont été remis. Moi aussi, je vous le dis, ça m'a troué le cul, mais il faut bien le reconnaître. Parlons peu, parlons bien. Mais c'est insane. On va pas se mentir, c'est insane. Oui. Mais maintenant, un livre... Alors, bien sûr, Third Edition, c'est pas Third Edition eux-mêmes qui ont fait les 10 millions que pour eux. Third Edition a fait la version française, il s'est vendu à 10 millions. Anthony Fournier est celui qui a refait ça en français normalement. Et comme je disais, Ken Bruno sur les illustrations, qui s'appelle Funk Dreamer à Paramount. Très bien. Écoutez, as of November 18, Death Stranding has connecting over 10 million porters worldwide across PS4. Oui, ça, on sait qu'il y a 10 millions de personnes qui ont été connectées. Bon, le chat est évidemment en feu. Je vais leur envoyer le petit lien. Voilà. Contactez-les-vous. Envoie le lien. Envoie le lien. Il n'y a pas de problème. Histoire de les faire taire. On va enchaîner avec la chronique du jour, puisque c'est un dossier spécial Sonic. Pour la sortie de Sonic Frontier, le GOTY de cette fin d'année, c'est parti. T'as 20 minutes parce que de toute façon, GTA Vice City, tout le monde s'en branle de ce jeu, donc on ne fera pas l'archive. Personne n'y a joué en plus. Alors justement, je veux vous parler du défi de Sony à l'ère moderne, parce que Sonic Frontier sort aujourd'hui et le dernier espoir de relever le plus grand défi de la licence sur ces dernières années, à savoir réussir à être à la hauteur des attentes de ses fans. Mais on pourrait aussi renverser la question et se demander pourquoi y a-t-il toujours autant d'attentes autour de Sonic, l'ancien rival de Mario qui aujourd'hui participe aux Jeux Olympiques à ses côtés. Pour ça, on va se plonger sur les 3 ères de Sonic, à savoir l'ère 2D, l'ère 3D, mais je veux aussi parler de l'ère d'Internet. Alors pour savoir comment Sonic est devenu aussi culte qu'il ne l'est, il n'y a pas photo, il faut remonter à l'ère 2D, à l'époque de la sortie de la Mega Drive, en octobre 88 au Japon et en novembre 90 en Europe. À cette époque-là, Nintendo domine le marché avec sa NES et surtout sa plus grande licence phare,
par Mario. La mascotte de Big N est partout quand le noble mais plus niche Alex Kidd de Sega n'a pas tout à fait réussi à s'imposer. On se demande bien le 2. Pourquoi. Je l'ai ce jeu. Un jeu incroyable. Un jeu incroyable pour un charisme plutôt déficient. L'appel est lancé au sein de Sega Japon pour créer une mascotte qui réussira à égaler, voire surpasser le plombier moustachu. Au milieu d'une dizaine de propositions intégrant notamment un scientifique bedonnant aux lunettes folles appelé Eggman, on retrouvera un petit hérisson tout rond surnommé Monsieur Needlenose par son créateur Naoto Oshima. C'est ce design qui remportera la palme, bien sûr. Donc, Monsieur Needlenose que vous voyez au tout début, qui a été fait sur une petite napkin en cherchant le truc. Donc, le design remporte la palme, sera affiné pour devenir le Sonic the Hedgehog qu'on connaît. Alors, vous voyez cette progression. On va faire le tour des éléments. Déjà, pourquoi la couleur bleue ? Évidemment, pour rappeler Sega. Pourquoi les chaussures rouges et pointues ? Ça, par contre, c'est une inspiration qui a été du côté de la tenue portée par Michael Jackson sur la couverture de l'album Bad. Il avait des petites chaussures pointues avec des boucles de ceinture dessus. Non. C'est ce qui fait la bande blanche et le pointu. Après, le rouge, c'est simplement pour faire jouer du contraste avec le bleu, mais aussi pour son utilisation sur plusieurs personnages iconiques de la culture populaire. On peut penser à Mario, mais le Père Noël a été cité comme exemple. Sauf que la conception de l'image de Sonic ne s'arrêtera pas au bureau japonais, c'est ce qui est très important, puisque l'icône se devait aussi d'avoir une image américaine. C'était voulu par Sega au Japon. Les équipes japonaises l'avaient du coup doté d'un groupe de rock, on l'a vu, de dents pointues, mais aussi d'une copine humaine baptisée Madonna. Oh là, ouais. Parce que l'Amérique, tu comprends, on voit Madonna ici même, ça s'invente pas. C'est là que, heureusement, il y a eu Madeline Schroeder, qui était la product manager pour Sega of America à l'époque, qui a juste balayé toutes ces idées complètement nulles, a demandé aux artistes américains de redessiner le personnage pour avoir une influence un petit peu plus occidentale sur la question. Et c'est là qu'est né, en fait, le Sonic que l'on connaît, plus éloigné de l'influence du manga, avec du coup des yeux un petit peu plus centrés, des pics moins marqués. C'est ce qu'on connaît. C'est l'image qu'on connaît tous de Sonic. Le deuxième aspect important de la création de Sonic, c'est aussi le jeu lui-même, évidemment, ou plus précisément la vitesse avec laquelle les éléments du jeu sont capables d'être envoyés sur l'écran. C'est une première à l'époque de sa sortie, et ça, on le doit à Yuji Naka, évidemment, un programmeur de génie qui a commencé à se passionner pour la vitesse dans les jeux vidéo en réalisant le portage de Golden Ghosts sur Mega Drive. Okay. En fait, c'est là qu'il va découvrir un truc qui va être très important pour Sonic, à savoir les mouvements qui sont basés sur une courbe relative à une matrice de points. C'est ce qui permet d'avoir cette vitesse sur Sonic, et ça, il l'a fait en s'amusant avec le code du jeu de Capcom à la base. Et c'est aussi là qu'il va trouver les loops à 360 degrés. C'est grâce à cette technique de courbe relative à une matrice de points. Yuji Naka et Naoto Oshima seront donc les alliés principaux de la création de Sonic, mais il ne faut pas oublier deux autres personnages très importants, et particulièrement un, parce que je trouve qu'on l'oublie un petit peu trop. Le premier, c'est le game designer Hirokazu Yasuhara, qui a conçu les niveaux des premiers Sonic. Parce que si la rapidité de Sonic est sa marque première, faut quand même pas oublier que pas dans le 1. Hein. Pas dans le 1. Le 1, je pense qu'il a dû oublier le concept du jeu, c'était que le Pokémon. Le perso devait aller vite. Hein. Oh non. Parce que là, s'il y a bien quelque chose que tu fais jamais dans Sonic 1, c'est courir. Hein. Regardez. Après, à la base, ça dépend. T'es arrêté par un mur toutes les 2 secondes. On n'est pas sur le mec qui a le meilleur. Tu cours dans le stage 1. Et tu cours dans City Stardust City là. Sinon après, tu cours jamais dans le jeu. Faut voir un truc, je trouve, c'est que c'est quand même tout le concept du level design des Sonics. Là, du coup, je vais en impro, c'est de pouvoir aller vite. Tu ne meurs pas en fait. C'est pas comme s'il y avait un trou généralement comme dans les Mario, tu vois, où c'est très rare comme dans ce niveau. Mais l'idée, c'est que le level design ne t'arrête jamais dans une progression. Avec toute l'idée que voulaient Yuji Naka et Naoto Oshima quand ils ont créé le jeu, c'était justement, et particulièrement Yuji Naka, c'était l'idée que plus tu maîtrisais le jeu et plus tu pouvais le finir vite. Ça a toujours été ça en fait, la vitesse. Alors évidemment, c'est surtout dans Sonic 2 qu'on l'a vu, mais ça s'est vu dans toute la période 2D en fait, cette idée de vouloir aller plus vite, avec justement ce level design qui va du coup ne jamais vraiment stopper le joueur, mais plutôt lui faire découvrir plusieurs strates
d'un même niveau. Un mec qui va passer toute sa vie en haut va pouvoir aller super vite. Un mec qui va aller en bas va découvrir des puzzles très sympas. Sonic 2, tu cours, ça y a pas de problème. C'est super cool. Et il y a aussi Masato Nakamura qui est le membre du groupe Dreams Come True à la base, pas du tout lié aux jeux vidéo et qui s'est occupé de la bande son du jeu, sachant que lui, en fait, pour la bande son, il s'est dit je vais pas créer une soundtrack de jeu, je vais créer une soundtrack de film, parce que dès qu'il voyait en fait les screenshots et tout, il s'est dit ça, c'est un film, très clairement. Je pense que j'ai le petit temps pour le petit plaisir, donc on va se faire un petit plaisir finalement. Allez. Deux petites musiques de zone. Dites-moi si vous reconnaissez la toute première. Si vous arrivez à retrouver le nom, alors évidemment, faut pas mettre le... c'est Green Zone Hill. C'est Green Hill Zone, tout à fait. Elles sont très faciles à reconnaître, effectivement. La deuxième qui est ma préférée par ailleurs. On n'avait pas prévu que ça aille aussi vite, mais tant mieux. Il n'en a que 2. Je peux te la faire à la bouche si tu veux, mais ce sera. Moi je suis chaud. Moins stylé. Beatbox un peu là. Non. BO. C'est. Comment c'est Chemical Plant Zone. Voilà, Chemical Plant. Sonic 1. Je connais la musique, mais je serais incapable de dire c'était là. Tout le monde connaît un petit peu évidemment. C'était pour voir, mais en vrai c'est juste pour me faire un gros kiff parce que ça fait partie de mes OST de jeux vidéo préférés, particulièrement Chemical Plant Zone. Et ça on le doit du coup à un vrai musicien, Masato Nakamura, qui était membre du groupe Dreams Come True et qui s'est occupé de Sonic 1 et 2. Si on ne l'a pas vu après, c'est tout simplement parce que c'est lui qui possède toujours les licences de ces musiques. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors évidemment, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les Sonic 2D ont été des cartons absolus pour la Mega Drive, mais il ne faut pas oublier que ça est dû à une campagne de communication innovante pour l'époque, que Sega of America a intégralement orchestrée, et pas la branche japonaise. Tout d'abord, après le Sega Does What Nintendo Don't, dont on avait l'habitude auparavant, nous avons la comparaison tête-à-tête entre Mario et Sonic dans une publicité aujourd'hui devenue culte, une publicité qui a été relativement bannie. Merci Sega Sescom pour la sauvegarde de cette publicité. Elle a été où bannie, on voit c'était les deux consoles être comparées. Elle a été bannie par Sega of Japan parce que c'était à la base tu connais le principe japonais, on se met pas en rivalité, on tape pas sur les doigts des autres. Exactement. On n'est pas Pepsi contre Coca. Exactement. Ça, c'était très américain, particulièrement à l'époque. Et le truc, c'est que cette campagne, elle a été alimentée par Tom Kalinske, qui était un homme d'affaires qui auparavant travaillait chez Mattel et a réussi à faire revivre les marques Barbie et Hot Wheels, pour ne citer qu'elle, mais aussi Shinobu Toyoda, qui était le vice-président japonais de Sega of America, justement. Et le truc, c'est que sans lui, ça ne serait jamais passé, parce que lui, il s'est dit, je fais confiance à mon équipe américaine, parce que t'es pas forcément... Ils connaissent ce marché. Et le pire, c'est qu'il va feinter lui-même la branche japonaise en mode genre j'ai essayé d'annuler la publicité, mais finalement j'ai pas pu, c'est trop tard, nanana. Ce qui, pour un homme d'affaires japonais, je vous dis, c'est complètement contre-culturel. Et en vrai, forte tête, parce que Yuji Naka, ce qu'il a fait cette année, on a vu très peu de Japonais l'ouvrir et dénoncer autant de choses. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais après, Yuji Naka, c'est une personnalité il avait le seum, il avait de quoi avoir le seum. Et il y a ça, et aussi le fait que la console était à 149,99. On l'a pas forcément très bien vu sur la console. Moins cher, mais ça, à la base, c'était pas le cas. Il a dû aller chez Sega of Japan dire les gars, faut baisser de 50 balles. Donner le Sonic 1 avec la console plus baisser de 50 balles, ça a été tu vois, ça a été terrible, mais on lui a fait confiance, et c'est comme ça que la Mega Drive a réussi à avoir déjà énormément de succès, mais aussi avoir une image de cool attitude absolue par rapport au plombier moustachu bedonnant. Sonic, c'est quand même assez vénère, et particulièrement auprès des consommateurs occidentaux. C'est comme ça que la Mega Drive va se propulser comme une véritable rivale de la Super Nintendo, là où Nintendo possédait plus de 90% du marché auparavant. C'est quand même plutôt vénère, à cette image de cool. Il va la conserver jusqu'à l'ère 3D, qui est l'ère la plus difficile du héros. Ça a commencé pourtant bien avec Sonic Adventures sur Dreamcast, même si on va esquiver les 3D Saturn, voilà, exactement, parce que pas fait par la Sonic Team en direct. Il y a eu quelques magouilles. Sonic Adventure, c'est le jeu qui a d'ailleurs signé le retour de Yuji Naka dans la Sonic Team, parce que lui s'était barré très très vite. C'est une véritable vitrine graphique à l'époque. La Dreamcast, on le rappelle, était une console 128 bits.
Donc pas mauvaise, mais aussi une première perspective d'évolution du gameplay avec un hub un petit peu en 3D, surtout la possibilité de cibler les ennemis avant de dasher, qui va être central pour la suite du développement. On a même aussi un petit jeu façon Tamagotchi qu'on oublie, mais sur les VMU, les cartes mémoire de la Dreamcast équipée d'un petit écran, c'était très mignon. Et on a Sonic Adventure 2 qui, quant à lui, a été le premier à intégrer Shadow et Rouge. Qui intégrera aussi le clipping, qui restera dans l'ensemble de la série de Sonic. C'est assez incroyable. Features de gameplay, ouf. Et bah justement, on va en parler. Sorti de ça, c'est un petit peu la débandade par la suite. On a un sympathique mais peu marquant Sonic Heroes, même si moi il a fait mon adolescence, je l'aimais bien, mais qui a surtout fait la grande place aux Shitty Friends de Sonic. Suite à ça, on a eu Sonic the Hedgehog en 2006. Le Sonic 2006, la réputation n'est plus à faire vu qu'il est buggé, complètement injouable et surtout, il faut revenir l'une des pires idées de Sonic, lui filer une meuf humaine qu'elle embrasse dans le jeu. C'est absolument génial. On adore, évidemment. C'est le jeu. C'était nécessaire, quoi. Mais c'est la princesse du chaos, vous avez rien compris. C'est le jeu le moins bien noté sur Metacritic de tous les jeux Sonic en 3D. Tu m'étonnes. En même temps, c'est le jeu le plus injouable. C'était un des plus ambitieux. C'était un des plus ambitieux, mais clairement, il y a tout le monde. Il aurait fallu le laisser dans le four, celui-ci, pour qu'il monte un petit peu, que la sauce prenne. On a eu ensuite un Sonic Unleashed qui était pas franchement mieux, un Sonic Colors qui a été un nouvel espoir quand même, un gameplay 3D bien plus maîtrisé, la variété était là. On a osé croire que tout allait mieux après Sonic Colors. On s'est dit ça y est, ils ont compris ce qu'on allait faire en 3D. Et puis on a eu Lost World, et puis on a eu Sonic Forces, donc forcément ça a vite prouvé le contraire. Sonic en 3D, c'est compliqué. La Sonic Team ne semble pas avoir trouvé la formule qui réussit à convaincre. Sortie de Sonic Generations, quand même, qui était une belle lettre d'amour à toutes les époques de la licence. Difficile de trouver, donc ça c'est Generations, un jeu qui a fait l'unanimité. Mais alors, pourquoi Sonic, alors qu'on parle quand même d'échecs successifs, est encore pertinent de nos jours malgré tout ça? On pourra évidemment compter sur ses apparitions dans d'autres jeux comme Smash Bros ou des spin-offs réussis comme le jeu de cartes, mais c'est plutôt dans la pop culture au sens large qu'on doit voir Sonic, puisque aujourd'hui Sonic c'est pas synonyme de bon jeu, mais d'excellent même. Parce que oui, les enfants bercés par Sonic sont devenus les meilleurs shitposters du web. Nous avons bien sûr en premier lieu Sonic the Hot Dog, créé par Onyx Art en 2010, est devenu la référence du même claqué au sol. On a le terme N-Knuckles qui a rejoint le rang des featuring Dante from Devil May Cry pour souligner les suites inutiles, les trucs complètement pétés. On a le controversé Ugandan Knuckle qui cherche toujours son chemin. Et nous avons aussi le doublage en temps réel des aventures de Sonic en 3D fait par Snapcube pour une source infinie de citations absolument absurdes. Des doubleurs qui reprennent toutes les cutscenes des jeux Sonic et les doublent en temps réel sans connaître ce qu'il y aura. Tu vois, c'est absolument génial. Si vous voyez des citations sur le net, ça vient généralement de ça. Bref, si Sonic n'est plus aussi cool en jeu vidéo, il a gardé son côté edgy sur tous les réseaux sociaux de notre temps, au point même que le compte Twitter officiel de Sega en profite et surfe sur cette tendance. Et si Sonic Frontiers n'arrive pas à répondre aux attentes des fans du hérisson bleu, on en tirera au moins très certainement des mèmes excellents. Merci beaucoup Otaksu. Voilà, redonnons sa chance à Sonic. Sachez qu'en 2D, ça a quasiment toujours été bon. L'excellent Sonic Mania, on en est encore la preuve absolue. N'hésitez pas évidemment à vous y intéresser et donnons sa chance à ce Frontier, bien entendu. Max, tu dois te téléporter car juste après, c'est toi qui t'occupes de full screen où justement tu vas jouer à Sonic. Justement, on va jouer à Sonic Frontiers et on va jouer à God of War. Oh, alors ça, si c'est possible, c'est incroyable. C'est possible. La preuve. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Alors, on peut faire une game. Donc, du coup, je dois y aller tout de suite, effectivement, car j'ai 2 étages d'écart avec cette émission. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à bientôt. Et en fait, on se voit demain pour faire une chronique sur God of War ici. C'est vrai. On se voit tout le temps. C'est génial, on se voit tout le temps. Merci Max. On va se terminer avec l'archive du jour et parler un peu de Grand Theft Auto. C'est parti.
Bye bye Max. Allez, tu peux passer, vas-y, n'hésite pas. Absolument incroyable. Fais la poule. Et oui, Grand Theft Auto GTA Vice City fête ses 20 ans de nos jours. Regardez ce magnifique jeu qui vraiment lance lui aussi la vibe. C'est l'original ou c'est le Definitive C'est l'original sur PC, ça. C'est l'original sur PC, ça. Oh là là. Ouais, l'original s'en sort très bien. Avez-vous déjà joué à ce GTA et qu'en avez-vous pensé, Otaksu? Mais moi, c'est le GTA que je n'ai pas fait par moi-même, le seul, mais que je faisais chez les potes. Ah ouais. Parce que pour le coup, j'ai fait GTA 2, GTA 3, GTA San Andreas, et j'ai loupé celui-ci alors que tous mes potes l'avaient, tu vois. J'étais un petit peu dégoûté finalement de le louper. Et cette ambiance néon de la ville, c'est quand même des saveurs qu'on retrouvera pas nécessairement si facilement dans les autres jeux GTA, un côté un petit peu plus léger quelque part. Et je crois que ça a pas mal influencé finalement la suite, où quand tu vois un GTA 5 avec un Trevor complètement barré, pour moi c'est cette espèce d'héritier de l'humour qu'a su mettre Vice City dans la série. Alors qu'auparavant c'était quand même très carré, avec un peu d'humour, mais il fallait être pété du casque pour le kiffer, quoi. La Vice City c'est quand même léger, c'est sympa, et c'est une ambiance qu'on kiffe de ouf, quoi. Pourquoi ils ont fait autant de séries spin-off de GTA, à ton avis, à cette époque-là? Parce que ça cartonnait, et moi la première, j'avais 8 ans. 8 ans. J'avais 8 ans et j'y jouais en fait. Mais tu comprends que bien sûr, j'y jouais sans rien y comprendre. J'étais dans une simulation de vie où toutes les règles pouvaient être bravées, littéralement. Vraiment, à part me balader. Tu vois, à chaque fois que je trouvais un point d'intérêt et que j'ai déclenché une séquence, j'étais en mode, mais il y a un vrai jeu. Genre, il y a vraiment des vraies choses à faire, il y a des interactions autres que de ramasser des femmes sur le bord de la rue. Ouais. Tu vois, non mais c'est débile, mais c'est vrai que moi je suis plus rentrée dans GTA avec San Andreas parce que j'étais déjà un peu plus âgée, on va dire un peu plus apte à ne serait-ce que lire un peu plus quand même. Mais pour moi, c'est complètement logique. C'est qu'en fait, tu pouvais avoir un oncle de la trentaine, quarantaine qui allait passer du temps là-dessus. Et toi, tu allais relancer le même jeu avec ta petite truc à toi et vivre une autre histoire complètement alternative. Tu pouvais y jouer en solo comme vous étiez plusieurs. Comme tu disais, tu allais squatter chez des gens pour le faire. Moi aussi. Du coup, typiquement, je l'ai fait sur console et c'est un peu les prémices de ce que fait un GTA 5 qui sort sur toutes les générations, qu'on mange à toutes les sauces, parce que déjà les finesses d'écriture et tout ce qui a fait la qualité d'un GTA a été un petit peu fait entre cet épisode-là et les 2 prochains. Un épisode formateur, quoi, je pense. De ouf. Ouais. Commencer à varier un peu les missions. Ce que j'avais toujours reproché à GTA dans l'ère du 3, un peu moins du 4, mais surtout du 3, c'est que c'était vraiment le jeu taxi, quoi. Tu vas à un point A, un point B, tu changes de voiture, à chaque fois tu vas à un point A, un point B. Alors, bonjour. Cinématique, point A, point B, voilà, tu tires. Enfin, le gameplay à l'arme à feu est vraiment, tu vois, zéro. C'est du FedEx. Et c'est ça. Et du coup, quand tu fais ça avec en plus un gameplay de voiture, excusez-moi, dans GTA qui n'est pas non plus extraordinaire, quand tu sors de Crazy Taxi ou de Outrun, à cette époque-là, c'était sympa. C'est sur GTA 4 où il y a eu des soucis sur la conduite. GTA 4, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était des caisses de savon. Hein. C'était terrible à conduire. Alors que GTA 3 et ses suites, parce que ça reste sur plus ou moins les mêmes moteurs, Vice City et San Andreas, la conduite était acceptable. Certes, c'est pas un driver, mais en même temps, dans Driver, tu pouvais pas sortir de ta bagnole. Donc bon, c'est vrai. C'était un peu frustrant quand tu découvrais Driver après GTA. C'était là, attends, tu peux moi, pas j'ai sortir vraiment de ta kiffé bagnole. GTA à partir du 5, vraiment. Après, le 5, vraiment kiffé de ouf. Et bien voilà, vous êtes nombreux, 75% à avoir déjà joué à Vice City, 20 ans déjà aujourd'hui. On lui souhaite joyeux anniversaire. Je rappelle qu'elle accomplit le trilogie qui doit le. Je sais pas forcément On ne vous le conseille peut-être pas, étant donné qu'elle était un peu truffée de bugs, même si c'est vrai qu'ils ont corrigé. Et voilà, cette émission touche à sa fin. Vous pouvez la retrouver en VOD, je vous rappelle, sur le stream replay, mais aussi en rediffusion à la fin de cette journée d'émission, mais aussi en podcast sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve demain à la même heure, midi, pour la suite de l'actualité. C'est parti. Merci à tous. Des bisous. Salut.